Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Magnodec, journaliste à Mediapart. Bienvenue au Théâtre de la Criée pour ces nouvelles rencontres d'Averroès et cette discussion qui s'annonce passionnante autour de la langue, de la diplomatie, des diplomaties. Mais d'abord un petit mot en mon nom et en nom collectif des nouvelles rencontres d'Averroès. Il est 14h30 ce samedi 22 novembre et dans quelques minutes, pas très loin d'ici, dans le 4e arrondissement, une marche blanche en mémoire de Mehdi Kessassi va s'élancer. Mehdi Kessassi, il avait 20 ans, il a été tué le 13 novembre dernier et à travers lui, c'est le combat de son frère Amine qui était ciblé et au-delà de lui, le combat de celles et ceux qui, à Frévalon, le quartier de la famille Kessassi, dans d'autres quartiers de cette ville de Marseille, dans d'autres villes de notre pays aussi, luttent contre l'emprise du narcotrafic quotidiennement, résolument, sans effet de manche ni grande déclaration, parce que leur vie, celle de leurs proches et de leurs voisins, sont tout simplement en jeu. Alors qu'en ce moment même, donc beaucoup de gens, nous l'espérons, affluent vers cette marche. Et au nom donc des organisateurs des nouvelles rencontres d'Averroès, je vous propose pour celles et ceux qui le peuvent de se lever et avec la dignité qu'impose ce moment, d'applaudir pour que les participantes et participants de cette marche nous entendent, pour saluer la mémoire de Mehdi, pour saluer son frère Amine et toute leur famille, et dire la solidarité des habitantes et habitants de Marseille, à ces familles endeuillées et à ceux et celles qui ne se résignent pas. Merci. Merci à vous. Prendre langue, négocier. Alors que certains de Marseille, justement, à l'Ukraine, de Gaza au Soudan, ne comptent que sur la loi des armes, d'autres tentent d'éviter les escalades. C'est a priori le rôle de la diplomatie. Depuis des siècles, elle se déploie avec ses codes, ses votre excellence, ses usages, ses passages obligés, une langue de masque, de demi-vérité, d'omission, une langue de coton, soyeuse, rassurante, qu'il faut décoder pour comprendre les non-dits, une langue quand même destinée à faire tenir le monde, mais peut-être menacée de disparition. À l'heure où le multilatéralisme s'émousse, où les puissances s'affirment, où la brutalisation des relations internationales fait passer le droit international et le droit humanitaire, voire les exigences démocratiques pour de vieilles lubies, à l'heure y compris où de plus en plus de dirigeants, Trump, Netanyahou, Poutine et d'autres exhibent des mots de guerre mus par leurs intérêts et les logiques brutes des rapports de force. Ensemble, on va s'intéresser à cette langue diplomatique, à ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas, à son utilité, à ses limites. Et dans un second temps, on va se demander donc si cette langue est en train de devenir une langue morte dans le monde présent ou alors si elle peut trouver les moyens d'être reformulée. On aura ensuite un temps d'échange. Il vous suffira à ce moment-là, ce sera dans 1h30, de se présenter, vous présenter en 2 mots. Et puis, je vous demanderai de faire des questions courtes pour que la parole puisse tourner. Je vais vous présenter nos invités. Yves Saint-Jour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été ambassadeur de France en Bulgarie, au Brésil, sous le premier mandat du président Lula, puis en Espagne. Vous avez fait plein de choses. Dirigé l'administration du Quai d'Orsay. Vous avez dirigé des départements de coopération culturelle et scientifique ministérielle. Vous avez été conseiller de Dominique de Villepin quand il était ministre des Affaires étrangères. Vous connaissez très bien l'Amérique latine. Vous avez d'ailleurs dirigé l'Institut français d'études andines
à la fin des années 80. Vous êtes aussi président du conseil d'administration de l'Institut Pasteur et vous présidez depuis peu la commission indépendante sur la double dette haïtienne. Peut-être à la fin, avant les questions, vous nous en direz un mot. Vous êtes aussi membre du comité scientifique de la revue L'Histoire. Vous avez écrit de nombreux textes, voilà, et on peut citer un des derniers numéros, voilà, Les Palestiniens dans la revue L'Histoire, qui date de quand, Yves, ce numéro ? Il y a quelques mois. Il y a quelques mois, voilà. Donc vous pouvez lire, il y a beaucoup de textes en ligne aussi de Yves que vous pouvez retrouver, notamment sur ces questions de la langue diplomatique. Stéphanie David, bonjour. Vous êtes consultante indépendante en droit international, notamment auprès des Nations Unies. Vous avez été de 2006 à 2014 directrice de la Fédération internationale des droits humains, la FIDH, pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Vous étiez alors basée au Caire, en Égypte, donc votre regard sur le Proche-Orient, il nous sera évidemment très précieux. Ensuite, jusqu'en 2020, vous avez été directrice de la FIDH à New York et représentante auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, donc vraiment le cœur du réacteur. Ces dernières années, vous avez été au cœur des instances onusiennes, vous avez porté la voix des ONG et des sociétés civiles, notamment pour que la démocratie et la liberté publique ne soient pas balayées dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme, et on prendra des exemples précis de ça tout à l'heure. Enfin, Justin Weiss, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des relations internationales et notamment transatlantiques. Vous avez enseigné à Sciences Po Paris, à l'ENA et aussi aux États-Unis, à l'université Johns Hopkins de Washington, D.C. Vous avez été directeur de la recherche au sein du Brookings Center, un influent think tank états-unien. Vous avez dirigé le CAPS, le Centre d'analyse, de prévention et de stratégie qui, en gros, pour résumer, est le think tank du ministère des Affaires étrangères français. Vous avez écrit plusieurs livres comme Une histoire du néoconservatisme aux États-Unis, c'est paru chez Odile Jacob. Aussi la biographie de Zbigniew Brzezinski, qui était un influent conseiller de politique étrangère aux États-Unis, pareil chez le même éditeur. Vous dirigez aujourd'hui le Forum de Paris pour la paix, que vous avez créé en 2018, qui se donne pour objectif ambitieux de défendre la coopération et de réinventer la diplomatie dans un monde qui change. Donc pile notre sujet. La dernière édition s'est tenue il y a très peu de temps, c'était fin octobre, 4000 participants, 500 intervenants et je crois une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. Voilà, j'ai assez parlé, on va entrer dans la discussion et peut-être on va parler ensemble dans le premier temps de la façon dont vous pratiquez la diplomatie à des endroits différents. Vous, Yves, c'est la diplomatie des diplomates, la diplomatie institutionnelle, avec voilà, ces zones publiques, ces zones de secret, ces zones de prudence, ces zones de franchise parfois quand on veut vraiment se faire comprendre. Celle aussi sur laquelle vous avez probablement le plus de représentation, à la fois dans des séries, dans des livres, etc. Mais ce sont peut-être aussi des idées reçues et du coup peut-être Yves vous allez nous en parler. Vous Stéphanie, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de plaidoyer au sein d'institutions internationales comme l'ONU, au nom de la société civile. Stéphanie c'était pour la FIDH, mais vous connaissez évidemment Amnesty International, Human Rights Watch et plein d'autres qui font ce travail qu'on appelle de plaidoyer. Donc vous allez nous expliquer ce que c'est Stéphanie. Et vous, Justin, c'est ce qu'on peut appeler la diplomatie d'influence et de conseil. Et donc tout ça, c'est de la diplomatie. Donc déjà, pour planter le décor, qu'est-ce que vous faites précisément ? Yves ? Merci de m'avoir invité pour parler de la diplomatie traditionnelle, la diplomatie qui existe depuis des millénaires en réalité. Déjà les rois assyriens envoyaient des ambassadeurs, ça n'avait pas encore ce nom, mais c'était déjà des ambassadeurs. D'emblée, je voudrais dire, attention, la diplomatie, c'est pas la politique étrangère, la diplomatie, c'est un métier. C'est-à-dire la politique étrangère, moi je l'ai vu quand j'étais au cabinet de M. de Villepin, on conçoit les positions de la France, mais la diplomatie, ça consiste à les faire passer. Et à rentrer en contact avec un autre pays. Effectivement, le bilatéral, c'est bien ça. C'est de rencontrer l'autre. C'est ça la première définition de la diplomatie. J'étais souvent prof et je demandais à mes élèves, et qu'est-ce que c'est à mes étudiants ? Pour vous, quelle est la première vertu du diplomate ? La première vertu du diplomate, c'est écouter. Écouter pour comprendre, écouter pour traduire dans notre langue ce que les gens pensent, pourquoi ils le pensent, comment ils le pensent et pourquoi ils le formulent de la façon dont ils le formulent. La deuxième chose très importante aussi, c'est que il y a
une relation directe entre ce métier et sa vie. C'est une vie d'être diplomate. Je m'explique. Quand vous arrivez dans un pays, 24 heures sur 24, à partir du moment où vous y êtes, vous allez penser ce pays. Penser culture de ce pays, penser langue de ce pays, penser position de ce pays, traverser ce pays, aller partout, connaître la société. Et donc vous êtes dans cette découverte de l'autre, et donc c'est véritablement votre vie, c'est pas juste votre métier. Et par conséquent, c'est vrai que pour les diplomates, et notamment ceux qui ont passé du temps, ceux qui ont passé aussi des concours, le concours d'Orient, qui les orientait vers telle ou telle zone culturelle, ce métier, c'est leur vie, et leur vie, c'est ce métier. Il y a des grandes difficultés à séparer le métier et la vie. Autre point, bien sûr, ce métier, c'est quoi tous les jours? Alors, il y a ces stéréotypes, Ferrero Rocher, etc. Vraiment, les réceptions de Madame l'ambassadrice sont vraiment exceptionnelles. C'est vrai que moi, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça. Pas du tout. Je dis que la plupart du temps, il y a une deuxième journée qui commence pour les ambassadeurs, le soir. Des journées où, effectivement, avec une bonne maîtrise de l'alcool, hein, attention, il faut faire très attention à l'alcool et à la nourriture, et il va y avoir des contacts, des réceptions, parce qu'on ne négocie pas bien avec des inconnus. Il faut connaître les gens. Et une partie de la connaissance passe par ce genre d'événements. Donc je ne nie pas, moi, les Ferrero Rocher, quoi que ce ne soit pas les meilleurs des chocolats entre vous et moi. Mais il y a l'autre partie qui est effectivement d'être en contact avec les officiels. C'est évidemment un travail essentiel, mais aussi d'être en contact le plus possible avec tout le monde. Un ambassadeur qui ne voit pas l'opposition au gouvernement en place, et notamment dans des pays un peu autoritaires, c'est quelqu'un qui ne fait pas son boulot. Alors il faut que ce soit possible. C'est arrivé à certains ambassadeurs français dans certains pays, ça arrive. Oui. Ça peut arriver encore. Ça peut arriver. On ne citera pas de nom quand même. Non. Vous pouvez y aller, hein. Bon. Mais aussi toute la société, parce qu'il faut traverser le pays, aller voir les gens. Et quand c'est le Brésil, c'est pas très facile, parce que c'est un pays continent. Donc il faut être tout le temps sur le terrain et aussi dans la relation avec les officiels. Et une des raisons pour lesquelles ça se passe comme ça, c'est qu'un ambassadeur, ou un diplomate dans une ambassade, et l'ambassadeur notamment, il est à la tête d'une petite France. D'une petite France. Dans une ambassade, il y a des flics, il y a des saltimbanques, il y a des militaires, c'est-à-dire il y a toutes ces petites tribus avec chacune leur langage. Hein, on va reparler des langages qui expriment en quelque sorte cette France et qui vont au contact de leur propre tribu dans ce pays. On parlera en effet du langage après. Justement, vous, Justin, en effet, ce n'est pas une diplomatie bilatérale, celle que nous a racontée Yves, et qui continuera à nous raconter tout à l'heure. C'est plutôt, vous plaidez plutôt pour la pratique d'une diplomatie multilatérale. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, non, puisqu'on commence dans le jargon, ça n'est pas une diplomatie multilatérale, c'est une diplomatie multi-acteurs. Alors, je vous explique la différence parce que, au fond, Yves et Stéphanie sont un peu dans la même sphère qui est très largement la sphère intergouvernementale. C'est-à-dire qu'il s'agit soit de négocier avec d'autres États, soit d'influencer ces négociations, et notamment les négociations, pour Stéphanie, les négociations multilatérales. Les normes, on reviendra sur cette question des normes qui sont en fait du langage, sur les droits de l'homme, sur le climat, sur l'interdiction des mines antipersonnelles, etc., etc. Nous, au Forum de Paris sur la paix, on fait un peu autre chose. On part du principe que la complexification de la vie internationale, l'apparition des nouvelles technologies, par exemple, la complexité des problèmes de santé qui dépassent les frontières, des problèmes de virus, non pas humains, mais informatiques, qui dépassent les frontières, les problèmes de biodiversité, etc., etc., doivent être traités non pas seulement par des gouvernements, par les États, par les 195 et quelques États de l'ONU, mais par tous les autres acteurs. Autrement dit, on a une vision de la
vie internationale qui n'est pas simplement le système des États, mais qui est la société internationale, qui comprend beaucoup d'autres acteurs très importants, les entreprises, les fondations philanthropiques, les ONG, les experts, les réseaux d'experts et des tas d'autres acteurs. Et je vais vous donner un exemple concret. Comment parler des questions de santé et de vaccination sans la Fondation Gates? La Fondation Gates a fait des centaines de millions d'immunisation depuis le début des années 2000, a sauvé des millions d'enfants, etc. C'est difficile. Fondation de Bill Gates, donc le fondateur de... Exactement, la fondation de Bill Gates. C'est difficile de parler santé et vaccination sans l'avoir autour de la table, mais aussi les ONG locales, mais aussi l'OMS, alors pour le coup, l'Organisation internationale de l'ONU chargée de la santé. Et donc, quand en 2018, on a créé le Forum de Paris sur la paix, c'était en partant de ce constat que la diplomatie multilatérale traditionnelle, celle de l'ONU, avait des tas d'angles morts et avait des tas de problèmes, non pas à cause de l'ONU, c'est pas qu'il y a des gens incompétents, c'est que les États qui font l'ONU, l'ONU c'est ce que les États décident d'en faire en fait. Et de plus en plus, la concurrence entre grandes puissances, la complexité des problèmes comme le génome ou l'intelligence artificielle ou d'autres, et puis le populisme, c'est-à-dire le fait que des tas d'États mettent en avant leurs intérêts étroits, leurs intérêts économiques immédiats et non pas des intérêts collectifs comme le climat, comme l'ouverture du commerce ou d'autres, fait que ce multilatéralisme est de moins en moins efficace. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire une rencontre annuelle où on aurait tous ces différents acteurs autour de la table. Alors, je vais donner un seul exemple concret qu'on a développé dès 2018. Bon. Dans le monde réel, dans le monde des conflits, on a développé au fil du temps, au 19e et au 20e siècle, des règles. On a développé, par exemple, le droit de la guerre, qu'on appelle le droit international humanitaire, avec un certain nombre de règles, de ne pas attaquer les civils, de ne pas tuer les prisonniers, enfin bref. On a aussi développé un autre ensemble de règles qui est la non-prolifération. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour limiter au maximum la prolifération des armes les plus dangereuses, nucléaires évidemment, mais aussi chimiques et biologiques. Mais quand est apparu le développement d'Internet et des armes cyber, il n'y avait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de convention de Genève pour les armes cyber, et il n'y avait pas non plus de non-prolifération des malwares, comme on dit, c'est-à-dire de tous les virus informatiques, on peut dire, ou les spyware, c'est-à-dire ceux qui servent à espionner, ou les ransomware, ceux qui servent à faire du chantage contre les gens. Et donc, le problème, c'est qu'à l'ONU, c'est plus possible maintenant, à cause de la concurrence entre Chine, États-Unis, Brésil, etc., de penser avoir un accord, un traité sur la cybersécurité. Et donc, ce qu'on peut faire, en revanche, et notamment parce qu'il y a beaucoup d'acteurs privés là-dedans, c'est de rassembler les différents acteurs et d'essayer de construire ces normes-là. Donc, une sorte d'équivalence du droit international humanitaire, donc de convention de Genève du cyber, ne pas attaquer les infrastructures civiles par exemple, ou alors se retenir de faire du hackback. Le hackback, c'est quand on fait du hacking à l'envers, c'est-à-dire on attaque ses attaquants, et en fait ça ne résout rien sur le long terme. Bref, un certain nombre de règles sur lesquelles ces acteurs peuvent se mettre d'accord entre eux, et puis d'essayer de limiter au maximum la prolifération des malwares en général, c'est-à-dire de tous les programmes d'attaque des autres. Et donc ça, on le construit en multi-acteurs avec les entreprises. Alors, honnêtement, pour ce domaine-là, c'est difficile de le construire de façon universelle. On ne peut pas le construire avec les Russes, on ne peut pas le construire avec les Chinois non plus. Ça, c'est pas possible. On fait des tas d'autres choses sur le climat ou la santé avec tout le monde, mais dans ces domaines-là, c'est limité, en gros, à l'Europe, l'Amérique latine, les États-Unis et l'Asie du Sud. Et là, on se met d'accord avec tous les acteurs, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les États, les collectivités locales, pour essayer de construire ces normes. C'est pas aussi bien que l'ONU, mais ça permet d'avancer. Et donc chaque année, on présente ces résultats au forum, mais le reste de l'année, on avance en faisant des réunions pour essayer de construire peu à peu ces normes-là. Stéphanie, c'est quoi la diplomatie du plaidoyer ? C'est quoi le plaidoyer ? Le plaidoyer, il est vraiment au cœur de l'action des ONG. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'actions politiques et stratégiques qui visent d'une part à attirer l'attention sur une problématique, mais aussi, surtout, à orienter les décideurs vers une solution. Le travail classique d'une ONG de défense des droits humains, c'est d'aller sur le terrain, de faire des enquêtes sur les violations des droits humains, de publier un rapport, de formuler des recommandations, et ensuite, ces recommandations, il faut bien en faire quelque chose.
Alors le plaidoyer se déroule à 3 niveaux différents. Évidemment au niveau national, où on va entrer en contact dans la mesure du possible avec les autorités nationales du pays concerné, discuter de ces recommandations, essayer de remédier à la situation, etc., influencer les processus législatifs, soutenir des processus de justice, etc. Au niveau régional, évidemment, et vous le disiez tout à l'heure, Mathieu, j'étais basée au Caire, donc j'ai été amenée, évidemment, sur certains pays de la région à interagir aussi au niveau du plaidoyer régional, c'est-à-dire auprès des instances de l'Union africaine pour les pays d'Afrique du Nord, mais aussi auprès de la Ligue des États arabes, par exemple, où, franchement, les droits humains font pas partie du langage vraiment parlé. Donc il a fallu, là aussi, créer un espace, pousser à la ratification de la Convention arabe des droits humains et essayer d'accompagner la mise en place de ce mécanisme-là. Non pas que ce soit hyper satisfaisant, mais c'était une protection supplémentaire. Et puis enfin, il y a l'échelon international où, là, effectivement, on agit aux Nations Unies. Alors, le plaidoyer classique de défense des droits humains et de protection des droits humains, il se fait essentiellement à Genève. Vous avez tous entendu parler du Conseil des droits de l'homme, des comités, des organes conventionnels des traités, comme on dit, c'est-à-dire le comité des droits de l'homme, le comité contre la torture, le comité contre les discriminations, etc. Et puis les procédures spéciales des Nations Unies, les rapporteurs spéciaux sur une situation pays ou sur une problématique, une thématique particulière. Ça, c'est vraiment, effectivement, l'espace garanti aux ONG de droits humains. C'est-à-dire que là, c'est une relation institutionnalisée. Il n'y a pas tellement de... même si, on en discutera tout à l'heure, l'espace aussi a tendance à se restreindre dans ce contexte actuel de plus en plus hostile, évidemment, à la société civile et aux droits humains. Mais enfin, ça, c'est voilà, cet exercice-là d'influence, il se fait dans cet espace-là. Moi, j'étais à New York, c'est-à-dire représentante auprès de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, surtout du Conseil de sécurité, qui sont les organes politiques des Nations Unies. Là où cet espace-là d'échange avec les organisations de la société civile, il n'est pas du tout institutionnalisé. Il faut le créer. Et donc il y a très très peu d'espace formel en réalité où la société civile a sa place, surtout au Conseil de sécurité. Donc il faut créer son espace et c'est de l'informel et c'est mettre le pied dans la porte, comme vous le dites souvent. C'est beaucoup d'informel. Alors il y a effectivement pourquoi au Conseil de sécurité on travaille sur les situations qui sont sur l'agenda du Conseil, c'est-à-dire les situations de crise et de conflit dans le monde, ceux dont vous entendez tous les jours parler dans les médias, et puis aussi certaines thématiques particulières, et notamment la lutte contre le terrorisme, la prévention de l'extrémisme violent, qui, pendant très longtemps, se sont pas vraiment encombrés des discussions relatives à la protection des droits humains dans ce cadre-là. Donc effectivement, il faut savoir mettre le pied dans la porte, créer des espaces, et en réalité, à New York, ce travail de plaidoyer, il se fait beaucoup en dehors de l'enceinte des Nations Unies, c'est-à-dire que c'est beaucoup quand même des échanges téléphoniques, de relations personnelles qui se nouent avec nos interlocuteurs. Alors c'est qui les interlocuteurs ? Ce sont les représentants des États membres des Nations Unies, c'est-à-dire les 193 États membres avec lesquels on peut discuter, ou pas. Ce sont et aussi les officiels des Nations Unies, c'est-à-dire effectivement jusqu'au plus haut niveau du secrétariat, c'est-à-dire le secrétaire général lui-même, mais aussi toutes les instances qui travaillent sur les opérations de maintien de la paix, qui s'appellent maintenant les opérations de paix, mais aussi d'autres entités, les organisations humanitaires, etc. Donc c'est beaucoup d'espaces informels, ça peut être des cafés, ça peut être un dîner, ça peut être un déjeuner, et puis ça peut être en première partie de soirée, les soirées de l'ambassadeur avec des Ferrero Rocher d'or. Rentrons dans justement cette question de la langue, on va passer un peu de temps, on va s'attarder là-dessus.
Une question simple et réponses qui peuvent être plus longues, mais plus spécifiquement, quel est l'enjeu de la langue et les enjeux liés à la langue dans votre pratique de la diplomatie? Je propose qu'on fasse Yves, Justin et Stéphanie, puisque du coup, pour vous Stéphanie, la question ça va être justement en rebond, y compris de ce que nous aurons dit Yves et Justin. Yves Saint-Jour, voilà, la langue diplomatique, la langue de coton, la langue où on dit des choses sans en dire trop. Vous m'avez dit, il y a un enjeu là très important autour de cette question de la langue, de grammaire différentes selon les pays qu'il faut maîtriser et de choses qu'il ne faut parfois absolument pas faire. Alors, on veut des anecdotes. Bon, la langue, c'est évidemment très, très, très important. Alors il y avait la langue internationale, c'était le français, maintenant c'est l'anglais. Quand M. Trump convoque ceux qui considèrent comme ses vassaux, tout le monde parle anglais. Mais en vérité, avec Lula par exemple, on ne peut pas parler anglais. Hein. Il vaut mieux être très fluent en portugais. Et comme ça on peut rentrer en contact. Et chaque pays, évidemment, a sa langue et sa dignité de langue. Et je parlais de grammaire. Alors il y a deux grammaires. Il y a le problème de la grammaire au sens strict. Et effectivement, les langues n'ont pas les mêmes grammaires. Hein. Je racontais ces histoires. Je suis passé d'un pays, la Bulgarie, où il n'y a pas d'infinitif, à un pays, le Brésil, où on conjugue l'infinitif. Donc, où on met un futur au subjonctif. Et puis, en Asie, dans certains pays, en Indonésie, il n'y a pas de nom, N-O-N. Et donc, il va falloir fonctionner autrement. Donc, il y a toute la logique de la langue. Et puis, il y a la grammaire des peuples. Et la grammaire des peuples, c'est très particulier. Et je donne souvent cet exemple. Au Brésil, si vous parlez de souveraineté sur l'Amazonie, vous êtes dans l'erreur. Parce que Amazonia est nossa. Elle est à nous, l'Amazonie, pensent les Brésiliens. Quel qu'il soit, Bolsonaro, Lula, ils sont tous du même avis. Donc si vous voulez parler de bien commun mondial, l'Amazonie, il va falloir que vous trouviez des périphrases qui vont vous permettre de poser des problèmes que les Brésiliens accepteront parfaitement de poser avec vous. C'est très contemporain avec la COP 30 qui se termine, qui ne peut pas se terminer justement parce que les problèmes à résoudre sont trop importants. Mais il faut savoir trouver les mots justes. De même que quand on est ambassadeur, on a un petit problème avec notre grammaire du peuple français. Comment expliquer la laïcité ? Très compliqué. Alors que plein de pays sont laïcs, en vérité, dans leur pratique. Et donc, vous voyez, je prends ces deux mots pour montrer que, voilà, une partie du problème, il est bien de s'approprier ce qu'est l'autre et comment il fonctionne. Alors maintenant, deuxième élément, comment faire ? Parce qu'on dit souvent que, voilà, la langue diplomatique, c'est une façon de peser les œufs de mouche dans des toiles d'araignée, et puis de se poser des questions, et puis d'euphémiser. Mais quand vous êtes avec votre voisin, quand vous êtes avec votre famille, si vous ne voulez pas rentrer en bagarre, même si vous considérez qu'ils ne sont pas bien, vous euphémisez pas, vous. La société, elle vit en euphémisant, elle passe son temps à euphémiser. Si elle veut construire quelque chose qui ressemble à une relation pacifiée. Or, que doit faire le diplomate? Sauf évidemment certains, dans certains endroits. Mais le diplomate, son travail, c'est de faire baisser l'intensité et d'essayer de trouver une solution pacifique. Et cette solution, évidemment, elle doit passer par de la courtoisie, le respect de l'autre, mais de la fermeté. Et donc le chemin est très difficile à trouver pour équilibrer cette courtoisie et cette fermeté, d'où la construction d'un langage diplomatique. Mais tous les métiers ont un langage. La construction d'un langage diplomatique, les gens se retrouvent autour de ces codes, avec des choses un peu curieuses, mais qui font... Et d'ailleurs, quelquefois, on ne le comprend pas très bien que dans les communiqués officiels, alors dans les communiqués officiels, on condamne fermement, on éprouve des inquiétudes, de vives inquiétudes, de très vives inquiétudes. Il y a toute une espèce de gradation sur la face où on prend acte. Alors prendre acte, c'est neutre. Là, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas contre. Et donc vous avez toute une grammaire diplomatique qui consiste à ne jamais fermer la porte,
sauf quand il y a matière, parce qu'il peut y avoir matière, les diplomates, c'est ceux aussi qui déclarent la guerre, mais à ne jamais fermer la porte pour trouver une issue positive, parce que de toute façon, dans le rapport, il y a derrière la gestion d'une certaine violence. Vous allez essayer de la faire tomber, vous allez éventuellement l'évoquer comme une menace, et le travail diplomatique va être ce travail qui est effectivement un travail du langage pour essayer de construire quelque chose d'utile, de positif, parce que la guerre rôde toujours, la violence rôde toujours, et que vous, votre travail, c'est bien de trouver des solutions et de parler quand les autres ne parlent pas. On pourra éventuellement évoquer cette situation-là. Faut-il parler avec une cuillère, une très grande cuillère, un très grand, c'est le diable, etc. Justin, vous vouliez réagir et après je vous redonnerai la parole, Yves, et ça fera rebondir Stéphanie. Parce que c'est très intéressant, parce que les mots justes sont souvent des mots qui ne sont pas précis. C'est-à-dire, le mot juste est souvent imprécis, parce que précisément il faut se mettre d'accord. Et alors très souvent on a vu l'utilisation du langage pour ce qu'il a de vague, de marge d'interprétation autour de lui, et au fond disons en un sens bizarrement de consensuel. C'est-à-dire exemple. À la COP il y a 2 ans, les États discutaient de la sortie des énergies fossiles. Ils en discutent encore aujourd'hui, là, à l'heure où on parle. Oui, parce que maintenant il s'agit de la mettre en œuvre en quelque sorte. Mais donc la question était celle du langage. Et là, l'anglais a été très très utile, parce qu'il a une souplesse, il a une flexibilité que n'ont pas forcément d'autres langues, y compris le français. Alors ça peut poser des problèmes, j'y reviendrai dans un instant, mais là on a trouvé une solution, puisque la discussion butait sur cette expression de la sortie du pétrole et du gaz, le phase out, to phase out fossil fuels. Et le génie diplomatique de ceux qui ont négocié l'accord, c'était d'inventer une nouvelle expression qui est to transition away from fossil fuels in energy systems. En français, ça ne donne rien, c'est du charabia, c'est-à-dire transitionner hors des énergies fossiles, mais en anglais, ça fonctionne, to transition away. Et d'ailleurs, ça a été accepté par l'Arabie Saoudite ou les Émirats ou la Russie ou d'autres, parce que la transition peut être interminable. Alors que le phase-out, ça veut dire qu'il y aura une date de sortie définitive. Et là, l'anglais, par sa souplesse, a permis ça. À l'inverse, parfois, l'anglais est trop imprécis. Et là, les mots justes, en fait, soit que ce soit délibéré, soit que ce ne soit pas délibéré, les mots justes manquent. Alors, il y a un exemple très très célèbre, extrêmement célèbre, c'est celui de la résolution 242 de novembre 67, qui met fin à la guerre des 6 jours. Le texte anglais demande le retrait des forces israéliennes en disant « le withdrawal of Israeli armed forces from occupied territories ». Alors que le texte français, et le français est une des 5 langues officielles de l'ONU, appelle au retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit. Et évidemment, en anglais, withdrawal from occupied territories ne veut pas dire le retrait de toutes les zones occupées, de tous les territoires occupés, mais simplement de certaines d'entre elles. Et donc, Israël s'est appuyé là-dessus pour ne faire un retrait que partiel, alors que les États arabes et la France ont insisté sur le retrait des forces israélienne des territoires occupés. Et donc, là encore, ambiguïté, mais là, pour le coup, qui a été préjudiciable. Alors voilà, parce que justement, c'est exactement la question que j'ai envie de poser à Stéphanie. Après, on continuera sur cette question de la langue, parce qu'il y a plein de choses à dire, y compris vous, Justin, et vous, Yves, mais voilà, là, vous avez cité 2 exemples qui sont assez chimiquement purs, c'est-à-dire qu'on parle de la résolution 242 de 1967, et de quoi on parle en 2025. Les ONG comme la FIDH et d'autres ont documenté ces dernières années une politique d'apartheid, et aujourd'hui, pour la plupart d'entre elles, parlent de génocide israélien à Gaza, sous fond d'occupation qui n'a jamais cessé depuis justement les années 60 au minimum. Donc voilà, la diplomatie face à la réalité, et puis pareil pour la COP, c'est-à-dire on peut avoir toutes les formules qu'on veut, sortir des énergies fossiles d'une façon ou d'une autre, trouver tous les termes qu'on veut. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, le monde n'a jamais autant produit d'énergie fossile, jamais. Donc voilà, là, vous êtes typiquement à cet endroit, justement, faire apparaître justement les faux semblants parfois de cette langue. Oui, exactement. Alors d'abord, il y a plusieurs dimensions, je pense, très intéressantes dans ce qui vient d'être dit. C'est quelle langue on parle. Quelle langue on parle, par exemple, aux Nations Unies pour négocier. Officiellement, il y a 5 langues de travail aux Nations Unies.
le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol et l'arabe, mais la langue de travail, c'est l'anglais. La langue des négociations, ce qui se passe dans les coulisses, c'est l'anglais. Évidemment, dans l'enceinte de l'Assemblée générale ou des Nations unies, chacun peut s'exprimer dans une des 5 langues et être traduit simultanément, mais la langue de travail reste l'anglais. Et donc, moi, il m'est arrivé, d'ailleurs à titre personnel, hein, de subir des pressions, notamment du ministère français des Affaires étrangères, en disant on voudrait que vous consacriez plus de temps à faire en sorte que le français soit vraiment une langue de travail dans le cadre des négociations. Alors, jusque-là, ça m'allait bien, mais la phrase qui a suivi, c'était parce qu'on aimerait bien que nos amis africains puissent s'exprimer dans leur langue maternelle. Alors là, c'est déjà plus controversiel. Exprimé, je crois, sans trop vouloir m'avancer, par des gens d'un gouvernement de gauche, on va dire. Oui, donc voilà, là, il y a effectivement matière à discussion. Et puis après, une fois qu'on est dans ces négociations, nous, ONG Droits de l'Homme, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on dit et quel est le langage qu'on veut faire passer, qu'on veut faire adopter dans les normes, comme disait tout à l'heure Justin, c'est-à-dire dans les déclarations, dans les résolutions, etc. Évidemment, on va pousser pour l'introduction de langages plus protecteurs des droits humains. Ce qui, évidemment, dans les résolutions du Conseil de sécurité, est toujours très compliqué. Parce que vous avez tout de suite des États comme la Chine ou la Russie qui vont vous dire les droits humains, c'est à Genève, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas ici que ça se passe. Bah si, en réalité, c'est ici que ça se passe. Tous les jours, le Conseil de sécurité, il a en réalité affaire à des violations graves des droits humains qui aboutissent aux situations de crise et de conflit qu'on connaît. Et pour les dépasser, il faut bien les traiter. On va souvent réussir à faire intégrer du langage. Alors, s'il est trop généraliste, ça aboutit à ce que nous on appelle du lip service, c'est-à-dire des paroles en l'air. Ils vont intégrer une phrase générique. Par exemple, alors très longtemps, dans le cadre du contre-terrorisme et des droits humains, par exemple, c'était la phrase générique qu'on trouvait dans absolument tous les documents. Bien entendu, tout doit être fait en conformité avec le droit international et le droit international humanitaire. Oui, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit, parce que qu'est-ce qu'on fait Il n'a jamais été autant bafoué qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire... Exactement. Et là, on aime beaucoup les nouveaux concepts et un peu les effets de mode à l'ONU de manière générale. En ce moment, c'est beaucoup parce qu'il y a un gros travail qui a été mené par la société civile sur la question de la participation de la société civile, l'engagement effectif avec la société civile. Et du coup, c'est un langage qu'aujourd'hui on trouve à nouveau dans beaucoup de résolutions. Bien entendu, engagement participatif de la société civile. Oui. Mais bon, faute de volonté et finalement de moyens contraignants de mettre ça en œuvre, ça n'avance pas beaucoup le schmilblick. Pour traduire lip service, c'est beaucoup utilisé par des activistes américains noirs notamment pour dire en gros vous nous faites croire, c'est des apparences quoi. Voilà, c'est des apparences que vous mettez dans vos discours. Mais en réalité, c'est vide de sens. Mais quand on arrive à faire intégrer quand même du langage plus spécifique, relatif par exemple à la protection des civils, aux victimes de violences sexuelles et de genre, à la participation des femmes au processus paix et sécurité, etc. Là, il devient quand même plus difficile pour les États membres d'objecter. C'est-à-dire que si on prend quand même des thématiques particulières comme ça, il va y avoir des discussions, mais in fine, ce langage, et il va être traduit ensuite et décliné, évidemment, à la fois dans les outils et dans les moyens mis en œuvre. Donc, oui, il y a cette dimension-là de lip service, comme il y a en bilatéral, parce que nos discussions, elles sont multilatérales, mais elles sont aussi dans le cadre du plaidoyer bilatéral avec des États particuliers. On se heurte aussi souvent à la langue de bois des États, c'est-à-dire qu'on va nous sortir des mots-clés, etc. La discussion va être très courtoise, mais on n'en sort absolument rien. Et c'est aussi beaucoup fait de ça.
Poursuivons sur cette question de la langue. Alors, il y a plusieurs façons de poursuivre, mais Justin, vous vouliez nous parler par exemple de la façon dont les réalités internationales, puisqu'on parlait ça justement de ces nouveaux concepts qui émergent, vous nous dites quand même malgré tout les réalités internationales ne cessent de se reconstruire socialement. Ça c'est important aussi à comprendre. Oui, alors là je mets plutôt une casquette universitaire sur ma tête pour parler un peu de ça, parce que ça me semble important quand on parle du langage et de la diplomatie. Bon, en fait, faut faire un petit pas de côté pour expliquer une chose. Il y a plusieurs types de réalités. Il y a la réalité objective, qui existe indépendamment de nos croyances. Par exemple, ce verre, que j'y crois ou non, il existe. Il y a la réalité subjective, c'est-à-dire celle qui dépend des croyances, des émotions. Par exemple, Yves est mon ami, cette amitié n'existe que parce que je la porte, moi, en tant que sujet. Et puis, il y a la réalité intersubjective, qui existe parce qu'un grand nombre de gens y croient ensemble, collectivement. L'argent, c'est une réalité intersubjective. C'est parce que le boulanger, mais aussi les impôts, acceptent de l'argent que ça existe. S'ils cessent d'y croire, ou qu'ils commencent à refuser cet argent, ça n'existe plus. Les nations, les droits de l'homme, les religions n'existent que parce que beaucoup de gens y croient. Et donc, bien sûr, elles n'ont pas d'existence physique, mais ces réalités-là, intersubjectives, elles influencent profondément le monde. Et si on applique cette grille-là à la diplomatie, aux relations internationales, à la négociation, on comprend que la politique internationale n'est pas simplement, disons, faite de puissance militaire, d'économie, mais aussi d'idées, de normes, d'identités que les acteurs construisent ensemble, construisent socialement. Et donc, cette théorie-là, elle s'appuie sur quelques principes simples. D'abord que la réalité internationale, en réalité, est intersubjective. Elle dépend des représentations et des idées partagées. Ensuite, que les intérêts et les identités des acteurs sont construits socialement et qu'ils se modifient au fil du temps, sous l'influence de facteurs matériels, mais tout de même, ils se construisent socialement. Que les normes et les valeurs influencent le comportement. Et enfin, que le changement est possible, puisque les normes et les identités évoluent au fil du temps et qui peuvent faire l'objet d'influences par des acteurs, par exemple par les ONG, le système international n'est pas figé. Et donc là, le langage est au cœur de cette vision-là des relations internationales, parce que ce n'est pas simplement un moyen de communication pour négocier, pour discuter entre États, c'est aussi un instrument de construction sociale qui définit ces normes, ces identités et ces comportements. On parlait tout à l'heure par exemple, d'intervention humanitaire, ou de guerre globale contre le terrorisme, ou de responsabilité de protéger, ou de communauté internationale, ou de justice climatique. Bon voilà, tous ces objets-là sont construits par les différents acteurs et donc concourent à créer les réalités internationales. Et donc ça ouvre la possibilité à des entrepreneurs de normes, comme on les appelle, c'est-à-dire des gens qui veulent créer de ces nouvelles réalités, en fait par le langage, d'essayer de pousser leur agenda pour que tout le monde finisse par être convaincu qu'il faut bannir les mines antipersonnelles, qu'il existe une responsabilité de protéger, ça c'était un grand concept des années 2000, qu'il faut tout simplement défendre les droits de l'homme, etc. Et donc, à la fois, je vois ce que Stéphanie voulait dire quand elle parlait de lip service, et parfois le langage patine, il est vain en quelque sorte. Mais attention, parce que c'est aussi par ce langage-là, et notamment par l'adoption par les États de ce langage, que l'on construit la réalité. Un exemple très ancien, Henri Dunant, par exemple, qui est ce médecin suisse qui, pendant la bataille de Solferino, avait été frappé par le massacre et surtout par le fait que tous les soignants, les médecins, les infirmières et les autres, étaient ciblés comme les combattants. Et qu'il n'y avait personne pour s'occuper des blessés sur le champ de bataille. Et qui a été une sorte, là encore, d'entrepreneur de normes en créant le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, et puis peu à peu en arrivant aux fameuses conventions de Genève dont je parlais tout à l'heure. Et bien, pour ça, il a fallu convaincre d'autres acteurs, d'autres États. Il a fallu que peu à peu les chancelleries soient convaincues qu'en effet c'était un progrès nécessaire, que les pays, qu'il y ait un moment de bascule pour qu'une majorité de pays adoptent
ces normes-là qui n'existaient pas auparavant. Auparavant, on pouvait faire un carton, si je puis dire, sur les ambulances et sur les soignants. Alors bien sûr, elles ne sont pas toujours respectées, les conventions de Genève, celle donc le début de 1864, puis celle de 1949, mais au moins elles constituent un repères et elles ont marqué un progrès dans notre pratique des relations internationales, et on pourrait comme ça multiplier les exemples, mais donc se rappeler que le langage, c'est aussi une façon de créer la réalité, et en particulier dans le domaine international. Je donne la parole à Yves après, mais juste rapidement, vous vouliez parler de la Chine qui, par exemple, elle tente d'amener ces concepts dans la sphère des relations internationales. Je pense que vous avez travaillé dessus. Donc, oui, et après, je fais rebondir. Bien sûr. Non, simplement. Alors là, pour le coup, si quelqu'un prend au sérieux le langage, c'est la Chine. Et on parlait tout à l'heure, Stéphanie, tu parlais tout à l'heure justement de ces mentions régulières de la Charte des Nations Unies ou du droit international. Bon, et de plus en plus, que ce soit l'administration Trump ou la Chine, on ne fait plus de référence à ça. Et ça aussi, c'est important et c'est signifiant. Mais il y a cette idée du côté de la Chine que, voilà, il y a une sorte de ce qu'on appelle la puissance discursive en jargon, c'est-à-dire que les Chinois essayent de placer, notamment à l'ONU, de plus en plus de mots qui viennent de la pensée Xi Jinping et qui donc sont la déclinaison internationale de principes à l'intérieur. Donc le dirigeant chinois actuel. Oui. Et je vais, alors par exemple, c'est la communauté de destin partagé, c'est les droits de l'homme avec des caractéristiques chinoises, où je vais prendre un exemple que j'ai cité tout à l'heure. On parlait dans les années 2000 de responsabilité de protéger, R2P, c'est-à-dire c'était l'idée qu'il y avait une responsabilité de la communauté internationale vis-à-vis des gens qui se faisaient massacrer dans une guerre civile, etc. Et que ça, c'était un principe qui venait potentiellement tempérer la souveraineté des pays. C'est ce qu'on a fait en Libye. En 2011, il y avait une guerre civile, il y avait un massacre en cours, et on a invoqué la responsabilité de protéger en février 2011, dans cette fameuse résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour intervenir. Bon, la Chine, elle, a commencé à promouvoir un autre concept, qui était la notion, non pas de responsabilité de protéger, mais d'intervention responsable. Et l'intervention responsable, c'est celle qui ne viole pas la souveraineté, qui ne va pas mettre son nez dans les affaires des autres. Et finalement, ce sont des Brésiliens, Yves, qui ont... D'ailleurs... Il va rebondir, Yves. Terminer la phrase, Yves va rebondir. Qui ont poussé une motion de truc en parlant de responsabilité dans la protection. Voilà, de responsabilité en protégeant. C'est parce qu'effectivement, ça ne leur plaisait pas beaucoup, de mes Brésiliens, la responsabilité de protéger, parce qu'elle supposait l'intervention. L'intervention est dans l'ADN du Brésil, on n'intervient pas chez les autres. Alors donc, ils ont construit un concept qui était la responsabilité en protégeant, et qui n'a pas véritablement eu quand même un grand succès. Mais ça me permet de rebondir. C'est-à-dire qu'il y a plein de tentatives linguistiques, certaines qui marchent pas, mais avec toujours l'espoir qu'on va réussir à justement trouver un nouveau terrain. C'est ça. Mais il y a une formidable tentative linguistique aujourd'hui dont on pourrait parler, qui est un nouveau narratif qui a quelques années, le Sud global. Le Sud global, voilà. Tout d'un coup est apparu le Sud global. Et par exemple, tous mes latinos sont devenus des gens du Sud global. Je peux vous dire que je n'en crois pas un mot, moi, qu'ils soient du Sud global. Mais je pourrais être long sur ce sujet. Pourquoi Rapidement, pourquoi parce que c'est un continent hybride. Il est du Sud global, comme hier, il était de l'extrême Occident, vous voyez. Mais l'idée d'un narratif sur le Sud global qui s'opposerait à un Occident collectif, c'est une façon d'imposer un récit, je dirais pas une norme, mais un récit qui évidemment est instrumentalisé ensuite sur le plan diplomatique. Ça fait aucun doute. Je vous redonne juste la parole après, mais Stéphanie, quand même là, il y a un bon exemple. Vous avez travaillé sur la lutte contre le terrorisme, la façon dont les États l'amènent et dans la façon dont les sociétés civiles, l'espace de liberté publique des sociétés civiles là-dedans. Et vous avez travaillé ça très, très finement. Je vous redonne la parole après, ne vous inquiétez pas. Non, voilà. Et moi, pareil, sur les narratifs qu'on tente d'imposer. En ce moment, par exemple, Benyamin Netanyahou, quand il parle de sa guerre, il nous dit « ma guerre est légitime parce que c'est une guerre contre le terrorisme », alors que des ONG parlent de génocide. Donc là, on est aussi dans cette tentative de fabriquer des concepts, des mots, un cadre, qui n'est pas d'ailleurs créé par lui seulement. On vit là-dedans depuis 25 ans, évidemment, depuis le 11 septembre. Oui, et juste avant de répondre à votre question, je voulais revenir sur la responsabilité de protéger.
Et quand même rappeler qu'aujourd'hui, c'est un concept qui est quasi tabou aux Nations Unies, parce que c'est un concept qui est mort en réalité avec l'intervention en Libye en 2011. Et il y a toujours, à ce jour, officiellement, un conseiller spécial pour la responsabilité de protéger aux Nations Unies, comme un conseiller spécial pour la prévention du génocide, qui, parmi vous, l'a entendu parler, cette personne, parce qu'ils ont fusionné les... C'est quasiment des emplois fictifs, quoi. Exactement. Et donc, non, mais il y a plus... Mais c'est terrible. Ce qui est dramatique, en fait, oui. On est comme là pour essayer de prévenir les crimes de masse. On n'entend absolument plus parler ces mandats-là. Tout simplement pourquoi ? Parce que l'ONU, en gros, met le couvercle là-dessus, parce que... Les États membres ne veulent même plus entendre parler de la responsabilité de protéger, parce que c'est dire, ok, ça va être instrument. On s'est fait, en gros, l'idée de l'intervention en Libye, c'était pas d'aller jusqu'à éliminer Kadhafi, etc. Bon, donc il y a eu effectivement, on est allé un peu trop loin selon certains États. Et ok, on pouvait discuter d'une intervention, on pouvait y aller dans le cadre d'un mandat bien défini, mais on estime qu'il y a eu une instrumentalisation politique en réalité de la responsabilité protégée. Et évidemment, parmi les États qui le contestent, c'est ceux qui n'ont absolument pas envie qu'on intervienne sur leur territoire ou sur une situation dans laquelle ils sont engagés. Et pour eux, responsabilité protégée, mais aussi génocide, du coup, sur les deux aspects. Ben oui, là en l'occurrence, voilà, je pense je ne sais pas si on pourrait intervenir de la même manière, mais effectivement le fait déjà que les deux mandats aient été regroupés en un seul, c'est assez significatif de mon point de vue. Et ensuite, pour revenir à la question de finalement l'instrumentalisation aussi de toutes les mesures et pratiques destinées à lutter contre le terrorisme et à prévenir l'extrémisme violent, qui sont évidemment qui permettent à beaucoup d'États de réprimer leur opposition politique, les organisations de la société civile et à réduire considérablement l'espace civique. On le voit évidemment à peu près partout aujourd'hui dans le monde arabe, mais pas seulement. La France est aussi concernée dans une certaine mesure. Il y a énormément de libertés fondamentales en réalité qui sont reniées dans ce cadre-là. On l'a vu dans l'état d'urgence, on l'a vu ensuite avec la loi de 2017 qui finalement a normalisé des états d'exception et des pouvoirs exceptionnels. On le voit dans d'autres cadres. Le Covid a aussi eu évidemment des conséquences assez dramatiques de ce point de vue-là à peu près partout en Europe, etc. Donc effectivement, c'est là où il faut revenir, où il y a un travail considérable à faire et où pendant, en gros, jusqu'à 2017, les organisations de défense des droits humains étaient complètement absentes de ce terrain-là, en réalité. Elles faisaient ce travail de documentation des violations des droits humains dans le cadre du contre-terrorisme au niveau national, dans leur pays concernés, mais au niveau multilatéral à l'ONU, il n'y avait pas ce qu'on appelle scrutiny en anglais, donc ce travail de surveillance, d'observation de ce qui se passait, etc. Et il a fallu aller regarder ce qui se passait vraiment au niveau même de la structure du contre-terrorisme elle-même aux Nations Unies, qui est un énorme truc. C'est quand même 40 agences qui sont impliquées dans la lutte contre le terrorisme, avec en réalité à ce moment-là une seule entrée droits de l'homme, qui était la représentation du Haut-Commissariat aux droits de l'homme dans certains groupes de discussion. Aujourd'hui, le paysage a quand même considérablement changé. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, il a fallu mettre le pied dans la porte. Mais aujourd'hui, il y a une coalition d'organisations de la société civile qui est devenue un interlocuteur privilégié, notamment du Conseil de sécurité sur ces questions-là, de l'Assemblée générale quand elle renouvelle tous les 3 ans la stratégie globale du contre-terrorisme, et puis de la direction exécutive du contre-terrorisme à l'ONU. Donc c'est un travail qui peut prendre du temps, mais une fois qu'on a quand même établi de nouvelles relations institutionnelles... On gagne parfois ? Ben oui, on arrive à faire... Non, c'est bien de le dire. Notamment sur sur les questions relatives au financement du terrorisme, la lutte contre le financement du terrorisme et la possibilité pour les organisations humanitaires de continuer à travailler sur le terrain. Ça a été des batailles menées par les ONG, par le CICR, etc., pour obtenir ces garanties-là. Yves, poursuivez, je vous ai coupé tout à l'heure, pardon. Non, vous m'avez pas coupé. Mais, non, moi, ce que je retiens, et je rebondis aussi sur ce que disait Justin, le droit
ça paraît rigide, mais en réalité, ça permet de construire, d'être architecte d'une nouvelle organisation. Et toutes ces notions qui ont été données, qui sont assez récentes, y compris d'ailleurs les notions sur les crimes de guerre, les crimes d'agression, le génocide, etc. Tout ça, ce sont des constructions juridiques qui donnent lieu ensuite à du droit international. Alors qu'ils soient mis en cause aujourd'hui, minés, etc., sans doute. Mais ce qui est vrai, c'est que très souvent, les diplomates, dans beaucoup de pays, ils ont d'abord une formation en droit. Pourquoi ils ont une formation en droit? Parce qu'effectivement, on va s'atteler à des textes et on va essayer, quand on a une difficulté, d'être créatif, c'est-à-dire de construire quelque chose qui va s'adapter à une nouvelle situation pour pouvoir, comme je disais, sortir de l'impasse, faire avancer les choses, etc. Et donc, c'est quand même... Il y a des choses négatives dans tout ça, on l'a dit, mais... On va y venir en plus juste après. C'est quand même très positif la plupart du temps. Je crois que Justin, vous-même, vous avez fait la liste un peu de tous ces éléments positifs qui font que la diplomatie, notamment internationale, qui se construit, c'est quelque chose qui existe véritablement, qui est nouveau, et en même temps qui est menacé. Alors justement, on va venir aux menaces juste après, pour la dernière demi-heure. J'ai une question que je pense que les gens ont envie de vous entendre là-dessus, sur que je voulais vous poser tout à l'heure, et puis on n'a pas eu l'occasion. C'est, est-ce que être diplomate, c'est mentir? Et est-ce que à certains moments, il y a des moments de franchise, de cash, on est très très cash. Alors on viendra à Trump juste après, qui lui met en scène quelque chose de très cash comme ça, ce qui n'empêche pas par ailleurs la diplomatie américaine de continuer à fonctionner comme elle fonctionne quand même. Mais est-ce qu'on ment? Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est du faux? Et est-ce qu'on peut être très cash à certains moments? Question rapide, réponse rapide. Mais je pense que ça passionne tout le monde. Bon, il y a un livre qui est un beau livre, un roman qui a eu le prix Goncourt en 58, qui s'appelle Saint-Germain ou la négociation, et qui commence, j'ai apporté le texte, de la façon suivante. La vérité n'est pas le contraire du mensonge, trahir n'est pas le contraire du droit, haïr n'est pas le contraire d'aimer, confiance n'est pas le contraire de méfiance, ni droiture de fausseté. C'est le en même temps là, hein? Ouais. Et Montaigne dit quelque part, la vérité n'a qu'une face, mais le mensonge en a 1000. Et effectivement, la question, c'est... Moi, dans ma pratique, je vais parler de ma pratique. Je n'ai jamais menti, mais je n'ai pas forcément dit toute la vérité. Ah ben, attendez, c'est-à-dire que c'est le mensonge par omission, souvent. C'est-à-dire que je suis sincère et transparent. Je dis simplement que, effectivement, le mensonge, ça peut exister. Il y a un récit quelque part où c'était du temps où les choses étaient un petit peu moins dures. Monsieur Fabius dit à Monsieur Lavrov, mais enfin... Ministre des Affaires étrangères russe, oui, depuis longtemps. Il était déjà ministre des Affaires étrangères, ça fait 20 ans qu'il l'est. Mais enfin, c'est un mensonge ôté. Et Lavrov lui répond, mais la Russie est souveraine, elle dit ce qu'elle veut, et si je dis que cette bouteille est bleue, elle est bleue. Voilà. C'est-à-dire, il y a effectivement construire une vérité qui est la mienne. Mais dans le quotidien de relations qui sont plus cherchant à être constructives, de fait, il peut y avoir beaucoup d'euphémisation, parce qu'il faut à tout prix quand même construire, comme je disais, une sortie positive. Et c'est vrai qu'on essaie de s'organiser pour ça. Alors maintenant, bien sûr, quelquefois, on est très ferme. On peut être très ferme parce que, comme je disais, il faut être capable de menacer. On veut des scoops là, on veut un exemple. Non, il n'y a pas... Moi, je sais que j'ai été très ferme à un moment qui était celui de l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne. Et j'étais le bad cop.
celui qui disait c'était important la France à cette époque, hein, la Bulgarie voulait entrer dans l'Union européenne, ça avait été retardé, les autres pays étaient déjà entrés, seule la Roumanie et la Bulgarie étaient au seuil, et ma fermeté était évidemment assortie du discours suivant: je suis le méchant, je suis le méchant, mais parce que je veux que vous entriez vraiment, parce que je vous soutiendrai à ce moment-là, parce que je serai le meilleur avocat de votre entrée le jour où vous aurez accompli ce qu'on vous demande. C'est-à-dire, je faisais de ma mauvaise humeur l'instrument de la garantie d'une sortie positive. Et on se parlait tout à l'heure sur l'accord, je n'ai pas négocié directement, mais j'étais au cabinet de Dominique de Villepin, sur l'accord avec l'Iran. Nous étions les plus fermes, nous les Français, en 2015. Nous étions très fermes, quand certains autres, pour ne pas les citer les Américains, l'étaient beaucoup moins. Ben voilà, vous m'offrez une transition parfaite. Voilà l'histoire après, comment elle s'est passée. On a une demi-heure, voilà, pour terminer, et c'est un gros morceau. Je voudrais qu'on parle à la fois de qu'on identifie comme étant la bascule des relations internationales aujourd'hui, et voir justement comment la langue de la diplomatie, comment les langues de la diplomatie peuvent y répondre. En effet, alors, on parle beaucoup de bascule. Hassan Salamé, ici l'an dernier, a parlé de dérégulation par la force. Amélie Ferré, qui a publié un livre sur les mots de la guerre, nous parle de la guerre en deçà de la guerre, comme la guerre informationnelle, la guerre hybride, qui est très très importante. Il y a, d'autres parlent de dérèglement diplomatique, de brutalisation des relations internationales, notamment avec l'élection et le retour de Trump à la Maison-Blanche. Alors on peut se dire quand même que c'est une bascule peut-être plus grande pour nous, Européens, quand nous voyons l'affirmation de puissances comme la Chine, le retournement des États-Unis, qui ne nous garantissent plus la sécurité à laquelle nous sommes habitués ces dernières décennies. Peut-être aussi parce que nous avons l'impression que les principes démocratiques ne sont plus portés par nos alliés, y compris les plus proches, et que forcément ça choque. Peut-être aussi parce qu'il y a 3 jours, le chef d'état-major des armées français a dit au Congrès des maires qu'il faudrait se préparer à perdre nos enfants dans le cas d'une éventuelle guerre prochaine avec la Russie. Voilà notre paysage du moment. Donc, comment vous qualifieriez-vous les uns les autres, voilà, en 5 minutes, un petit peu la bascule à laquelle nous assistons? Et dans le même mouvement, dites-moi aussi comment vous, à votre endroit, vous pensez que les diplomaties peuvent répondre à ces défis. Voilà, une intervention de chacun, une dizaine de minutes pour chacun, et ensuite on passera à vos questions. Christin. Merci. Alors, bon, la bascule, elle se matérialise. Elle s'incarne dans le fait que le pays qui a été l'inspirateur, le principal soutien et le principal financeur du système international dans lequel on a tous vécu au cours des dernières décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale, du système de l'ordre libéral international, comme on l'appelait, du système d'institutions, de normes sur lequel on s'est reposé, non seulement dénonce ce système comme étant nocif pour les intérêts américains, mais comme étant activement opposé à l'intérêt national américain. C'est-à-dire, voilà, c'est ce qu'a déclaré par exemple Marco Rubio, le secrétaire d'État, qu'il est passé devant le Sénat en janvier dernier. Ce système-là, qui a été pourtant construit par les États-Unis, fonctionne activement contre les intérêts américains. Et du point de vue du langage, on le voit à l'ONU notamment, où les États-Unis ont repoussé, par exemple, tout le langage des ODD, des objectifs du développement durable, en disant qu'il était profondément antithétique avec MAGA, avec le fait de mettre l'Amérique en premier. Il ne veut voir aucun langage sur les ODD, aucun langage non plus sur le climat, et de moins en moins de références à la Charte des Nations Unies et au droit international humanitaire. Et donc, il y a des tas de raisons qui nous emmèneraient trop loin, mais à ce basculement-là, des raisons structurelles, c'est-à-dire de changement de la répartition de la puissance dans le système qui pousse les États-Unis à agir différemment de ce qu'ils faisaient auparavant, mais enfin, on en est là, et avec une assez grande brutalité. Et pour illustrer ça, puisque Yves, tu citais Saint-Germain, le livre, moi, je voudrais vous citer 2 livres, et ça, c'est une remarque que je reprends de Jérémy Guez à HEC, qui enseigne la négociation.
Et alors, dans la négociation, on s'est beaucoup servi d'un livre qui s'appelait Getting to Yes, donc en arriver à oui, de Fischer, Ury et Patton. Consentement, Justin Weiss, quand même. Consentement, attention. Oui, absolument. Justement, arriver au consentement, tout à fait. Qui consistait à donner un certain nombre de recettes pour réussir sa négociation. Alors, par exemple, des trucs. Par exemple, séparer les personnes des positions. Séparer les intérêts des positions. C'est-à-dire on peut tenir une position, puis si on voit qu'en fait, elle ne permet pas d'avancer vers ce qui est vraiment les intérêts, on peut changer de position, on peut être mobile. Ou alors définir ce qu'on appelait un BATNA. BATNA, c'est un acronyme anglais qui veut dire quelle est la meilleure alternative à la négociation. C'est-à-dire si jamais cette négo que je suis en train de faire avec tel ou tel pays ne fonctionne pas, sur quoi est-ce que je retombe? Et donc on doit toujours peser cette alternative-là par rapport à l'endroit où en est la négociation. Et surtout, ce livre, Getting to Yes, donc, qui en effet permettait d'être une sorte de vademecum de la négociation, essayait de trouver des intérêts mutuels. C'est-à-dire que l'objectif, c'était un peu de dépasser les intérêts particuliers et d'arriver à une sorte de système gagnant-gagnant, comme on dirait. Voilà. Et alors, la remarque de Jérémy, c'est qu'on est vraiment passé de ça à The Art of the Deal. Et The Art of the Deal, c'est le livre des années 80 de Trump, qui lui aussi est un manuel de négociation. Qu'il n'a pas écrit lui-même. Qu'il n'a pas écrit, non, mais dont il est auteur, c'est-à-dire garant en quelque sorte, et qui porte vraiment sa marque, et qui n'a pas pour objet de dépasser des oppositions et disons d'avoir raison ensemble par rapport à un adversaire, mais d'avoir raison de l'adversaire, de le dominer et finalement de gagner. Et y compris de mettre du business partout, parce que ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, ce n'est pas juste une histoire de relations diplomatiques, c'est aussi une histoire de business bien compris. Ah oui, la corruption est partout, et notamment au niveau des fils, c'est-à-dire des fils de Trump, des fils de Bolsonaro, des fils de MBS, etc. Oui, non, ça c'est terrible. Mais l'idée donc de ce deuxième livre, donc The Art of the Deal, c'est qu'il faut penser grand, c'est-à-dire fixer des objectifs maximalistes pour impressionner, etc. C'est ce que fait Trump tout le temps. Créer du buzz, c'est ce que fait Trump tout le temps. Négocier de façon très agressive, ne jamais abandonner, etc. Et puis finalement, remporter l'affaire parce qu'on veut écraser l'autre, et c'est pas du tout dans un esprit de trouver un accord. Et donc ce deuxième livre, qui est en fait surtout valable pour les transactions commerciale et notamment immobilière, donc c'est l'immobilier new-yorkais, est une métaphore, malheureusement, est une métaphore assez bonne de la façon dont le champ de la négociation se transforme. Et juste là-dessus, est-ce que c'est de l'authenticité? Trump vend beaucoup une authenticité en disant je parle cash, je parle authentique. Et dans cette espèce d'art de transactionnalité, d'être toujours dans quelque chose de transactionnel, il prétend être authentique. Et c'est ça qui vend à sa base politique. Est-ce que c'est authentique? On parlait tout à l'heure du mensonge dans la diplomatie, ou est-ce qu'en fait c'est juste une manière un peu... C'est une autre manière de faire de la diplomatie? Non, c'est du bluff permanent. Enfin, on l'a vu avec la Chine. La Chine a accumulé depuis une trentaine d'années un monopole dans la production d'une façon stratégique très suivie et très long terme, dans la production d'un certain nombre de minerais critiques, y compris les fameuses terres rares, les 17 minéraux qui sont très très importants pour notre propre transition énergétique. Et puisque Trump a bluffé et a dit « moi je vais vous imposer des droits de douane de 100% ou de 120%, la Chine a dit « non, on va cesser d'exporter en particulier ces minerais-là, les terres rares ». Et Trump est venu à Canossa, comme on dit, ou une autre négociation, ou à récipiscence, et de la même façon, à l'intérieur, on le voit vis-à-vis de ses adversaires intérieurs, souvent il est obligé de battre en retraite, ou alors il se fait prendre à son propre jeu, comme dans l'affaire Epstein par exemple, où il est mordu par la main qui l'a nourri. Ouais, il dit qu'il a résolu 8 guerres, qu'il devait avoir le prix Nobel pour ça, et là il nous vend un plan pour sortir de la guerre russe en Ukraine, qui est rejeté par Zelensky, et il nous vend une apparence de je règle tout. Voilà. Est-ce que vous vouliez poursuivre justement les réponses du coup de la langue, peut-être en 2 mots, comment la langue diplomatique peut s'adapter face à ça? Je pense que là pour le coup le remède est clair. Le remède c'est de défendre le langage. On est dans Orwell en fait. On est dans Orwell, c'est-à-dire que on est obligé de défendre des mots. Alors tout à l'heure tu donnais l'exemple de Lavrov et de Poutine, mais Trump est un peu pour le coup du même tonneau, et on sait qu'il a une grande admiration pour Vladimir Poutine, c'est-à-dire la perversion du langage. Et là le danger n'est pas, on n'est plus dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'euphémisme,
euphémismes ou alors des mots qui sont suffisamment vagues pour qu'on se mette d'accord, mais des mots qui mentent, c'est-à-dire la fameuse réalité alternative, parce qu'on est dans un moment de civilisation où le régime de vérité se transforme en raison des réseaux sociaux, de l'IA et d'autres, et où on peut en effet créer des réalités alternatives parce que les gardiens de la vérité, c'est-à-dire les grands journaux, les universités, tout ça participe de la même offensive, c'est-à-dire on remet en question la production de vérité telle qu'elle est assurée par l'université, la production de vérité telle qu'elle est assurée par les grands journaux qui sont taxés de presse élitiste, etc. Et au fond, chacun peut créer sa propre bulle de vérité et la partager. Yves Saint-Jour, sur cette bascule et sur la réponse, que dit le diplomate qui a eu une longue carrière diplomatique par rapport à ça? Alors, d'habitude, le diplomate, dans un pays démocratique, grosso modo, il y avait trois repères. C'était les valeurs, parce qu'on a quand même un certain nombre de valeurs, et notamment cette construction du droit international, de la communauté internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'était les alliances qui effectivement articulaient les États, et puis c'était les intérêts. Alors les intérêts, un bon diplomate défend les intérêts de son pays, mais il y avait les valeurs et les alliances. Tout ça est évidemment que par-dessus tête, c'est terminé. Et donc, il y a effectivement des discours alternatifs. Je rebondis d'ailleurs sur ce que vient de dire Justin, parce que moi je suis président de l'Institut Pasteur. Aux États-Unis, M. Trump est en train de construire une science parallèle. Une science où il n'y a plus la revue par les pairs, où il y a des mots interdits, où on va inventer, etc. C'est-à-dire, ce qui pratique dans la vie de tous les jours et dans la vie internationale, il le pratique même dans le champ scientifique et académique. C'est-à-dire, c'est littéralement affolant. Comme je disais tout à l'heure à Justin, c'est comme Staline avec Lysenko. Vous savez, on peut construire une science parallèle. Et effectivement, ça finira mal. Deuxième élément, ça finira mal parce que le temps du diplomate, c'est pas le temps des communiqués du jour pour le lendemain. Le temps du diplomate, il est long. Il est vers le passé et il est vers le long terme. Alors ça, évidemment, les Chinois l'ont compris depuis bien longtemps. Et c'est sûr que, sans beaucoup parler, ils disent des choses simples. Autre point, ce qui est extraordinaire, c'est effectivement, dans cette bascule, c'est que c'est l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'on arrive à construire un discours absolument contraire à la réalité. C'est le cas, me semble-t-il, avec l'affaire ukrainienne. Et ça correspond à des réflexions qu'avaient les Chinois, justement, sur l'art de la guerre, qui consiste dans la diplomatie, à précisément essayer de faire en sorte que autrui, celui avec qui on parle, fasse absolument tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez vous, et que et comme ça, on essaye de lui fournir tous les moyens de réaliser ce que l'on veut soi-même. Le plan de monsieur Trump pour l'Ukraine me semble parfaitement illustrer les réflexions de Xu Tzu sur l'art de la guerre, vous voyez, c'est-à-dire que c'est le gars en face qui va faire exactement ce que vous demandez, ce que vous souhaitez, quels sont vos objectifs. Et ça, c'est fait, et ça part de quoi? Ben, ça part effectivement de cette construction, comme le disait Justin, de vérité alternative, d'une autre logique qui intervient. Et puis, moi, il y a un dernier point, c'est qu'effectivement, dès lors que vous confiez à des gangsters l'ordre international qui sont chargés de préserver, c'est-à-dire c'est comme donner la clé de la banque du sang à Dracula. C'est-à-dire qu'effectivement... Non mais... C'est quand même ça, le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui et l'ONU. Moi, je suis un peu... Peut-être que je parle pas très diplomatiquement, malgré mon métier, mais quand même, c'est un petit peu ça qui actuellement se produit. Et comme c'est parallèle, en même temps, concomitant, du fait que la puissance n'est plus du tout concentrée, parce que dans une certaine mesure, évidemment, ce que fait Trump, c'est la preuve d'une certaine faiblesse. Quand vous gesticulez sur la force, c'est souvent la preuve d'une certaine faiblesse. C'est ce que ont très bien compris les Chinois.
quand effectivement la puissance commence à devenir répartie autrement, que les puissances émergentes sont apparues, que ça devient très multipolaire, que chacun du coup vise ses intérêts avec des multicartes, eh bien effectivement l'entropie, comme on dit, le désordre est à l'ordre du jour, et là nous sommes dans cette bascule complètement. C'est comme ça que je le vois. Et donc, mais l'importance du coup de parler à chaque État à partir d'une grammaire commune redevient fondamentale. Malgré donc les apparences du chaos. Bon, voilà. Stéphanie, pour conclure, avant vos questions, préparez-les. Je ne sais pas qui passera le micro, vous me direz. Je ne vois pas encore, mais voilà, vous me direz qui passera le micro. Voilà, donc sur cette bascule, et puis sur votre préoccupation, qui est comment augmenter finalement avec les mots ou avec d'autres imaginaires, finalement, l'espace de la démocratie et l'espace des sociétés civiles dans ce monde chaotique-là. Oui, exactement. L'espace de la société civile, il est extrêmement réduit, et de plus en plus. On est dans un contexte international qui est de plus en plus hostile à la défense des droits humains, à la défense de l'espace civique. Donc ce contexte-là, il est évidemment reflété dans le cadre multilatéral et à l'intérieur des Nations Unies. Et on assiste quand même, parce que cette extrême polarisation, elle n'est pas née de l'année dernière, il y a quand même quelques années qu'elle est de plus en plus affirmée. Et elle a permis un glissement considérable, en réalité, du langage. Et donc, une perte considérable aussi des protections acquises au fil des ans en matière de droits de l'homme. Et donc, le travail essentiel des ONG droits de l'homme aujourd'hui, et des ONG humanitaires, il consiste à mener la bataille de préserver le langage agré, en réalité, dans les textes onusiens, et faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de coups de rabot qui soient portés. Et quand on travaille dans ce cadre-là, il y a un terme assez technique, c'est qu'au lieu d'essayer d'obtenir encore plus, encore mieux, on va préférer se limiter à un renouvellement technique d'une résolution en disant au moins on a garanti ça il y a 2 ans ou l'an dernier, on ne va pas prendre le risque qu'il y ait tout un pan de protection des civils ou de certains principes qui ont été garantis qui passent à la trappe. Donc c'est vraiment un peu un travail de damage control, comme on dit en mauvais français. La deuxième dimension, c'est que dans le contexte actuel, ceux qui étaient traditionnellement nos alliés dans ce travail-là ne le sont plus nécessairement. C'est-à-dire que, de toute évidence, les États-Unis ne sont plus un allié de la société civile et a fortiori des ONG de défense des droits humains. On l'avait déjà un peu expérimenté sous Trump 1, où on s'était pris quelques lettres incendiaires de la représentante américaine à l'ONU à New York, qui en gros nous accusait de prendre d'être un ennemi, des ennemis des États-Unis parce qu'on avait osé ne pas soutenir certaines de leurs initiatives, etc. Donc voilà, c'est très perturbant. Et c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, ça, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aussi. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, très particulier, des questions de sécurité, etc., les alliés traditionnels, les États traditionnels ne le sont plus forcément. Et là, on peut se retrouver à mener une bataille contre le Canada, contre des États scandinaves, etc. Et c'est toujours d'ailleurs assez intéressant. Mais moi, je pense qu'il faut quand même persévérer, continuer à faire ce travail de documentation, continuer à seriner les principes du droit international, parce qu'en réalité, on travaille sur le temps long, et le temps long, c'est celui de la justice aussi. Et tout ce qui est documenté, tout ce qui est rappelé, tout ce qui est consigné, il servira plus tard. Exactement. Là, on est un peu obligé de courber les chines, etc. Mais le travail, il faut le penser à plus long terme, parce que sinon, on ne peut évidemment pas
continuer à Le travailler. message que vous donnez, je suis tout Ça avait fait une belle conclusion pour nos échanges. Est-ce que, avant qu'on passe la parole, est-ce que vous voulez rebondir un petit peu encore? On a encore 3-4 minutes, si vous voulez. Peut-être juste un mot sur une expérimentation qu'on a faite au Forum de Paris sur la paix cette année, parce que actuellement, la phase de développement actuelle de l'intelligence artificielle repose essentiellement sur le langage. Hein, les modèles qu'on utilise, ChatGPT, DeepSeek pour ceux qui aiment les modèles chinois, le chat pour ceux qui aiment le modèle de Mistral français ou Gemini ou d'autres, ce sont des modèles de langue, c'est-à-dire ce sont des modèles prédictifs qui émulent la pensée. Ça n'est pas de la pensée, mais ça émule la pensée. Mais donc ça fonctionne essentiellement sur le langage. Et donc, comme la diplomatie, je pense qu'on l'a bien montré, la négociation est affaire de langue, évidemment, il ne fallait pas très longtemps pour que certains essayent de mettre l'IA au service de la négociation et de la diplomatie. Et donc on a conduit une expérimentation vraiment concluante, il me semble, avec la société civile, là pour le coup, en juin dernier, puisque en appui à la manœuvre franco-saoudienne en faveur de la solution à deux États, hein, vous savez que pendant tout au long de l'année 2025, il y a eu ce travail de la diplomatie française avec la diplomatie saoudienne pour construire un track diplomatique, un chemin diplomatique qui non seulement demandait le cessez-le-feu à Gaza, mais surtout essayait de voir les étapes suivantes. Et donc l'horizon politique qu'on pouvait rouvrir, c'est celui de la solution à deux États, et c'est ça qui a permis notamment et qui a conduit à la reconnaissance de l'État palestinien par le président de la République. Et donc au Forum, on a trouvé qu'il fallait soutenir ça, et qu'en particulier, il fallait à ce track diplomatique, ajouter un track société civile, parce que ce n'est pas les diplomates seuls qui résoudront le problème, mais ce n'est pas non plus la société civile toute seule qui n'est pas suffisamment puissante, qui n'a pas suffisamment d'agences pour le faire. Et donc avec d'autres ONG, notamment israéliennes et palestiniennes, on a fait deux choses. On a d'une part réuni 150 Palestiniens et 150 Israéliens représentants de la société civile à Paris, au CESE, le 13 juin dernier. Conseil économique et social. Absolument, de l'autre côté de la Seine, à côté du Trocadéro, pour travailler pendant toute une journée sur... il y avait 8 groupes de travail. C'était la première fois qu'ils se rencontraient depuis le 7 octobre 2023 à ce niveau-là, pour travailler sur des recommandations qui ensuite ont été remises à Jean-Noël Barrot d'une part, et ensuite on est allé à l'Élysée avec les 300 membres de la société civile qui ont été reçus par le président de la République pour remettre ces recommandations. Mais évidemment... 300 c'est très bien, c'est énorme, mais en même temps, voilà, on voulait aller un petit peu plus loin. Et c'est là que l'organisation avec laquelle on travaille, qui s'appelle ALMEP, The Alliance for Middle East Peace, l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient, a proposé d'utiliser l'IA pour pouvoir consulter beaucoup plus largement, et en particulier 300 puis un peu plus de 200, enfin en deux vagues, d'activistes, de membres des ONG, de la société civile, pour les consulter sur, en gros, quelles étaient leurs positions diplomatiques à eux, qu'est-ce qu'ils recommandaient pour pouvoir aller vers la paix et vers la solution à deux États, et qu'est-ce qu'ils demandaient aux leaders français, saoudiens, mais aussi américains. Et donc on s'est servi d'un outil qui s'appelle AI Pulse de l'entreprise Remesh, qui les a consultés et qui a eu des résultats très intéressants, puisque ça permet notamment de faire la cartographie de là où il y a des zones d'accord et de là où il y a des zones de désaccord, par l'analyse du langage. Quoi, c'est un sondage que l'IA facilite ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà du sondage, le sondage est fixe. C'est-à-dire on pose des questions aux gens et on dit, ben voilà, sauf qu'on sait très bien que le sondage a beaucoup de limites. Je vous donne un exemple tout simple. Si on demande, par exemple, à des Israéliens, est-ce que vous souhaitez un État palestinien ? La réponse est non, essentiellement. Si on leur dit, est-ce que vous souhaitez un État palestinien dans le cadre d'un règlement régional qui garantit la sécurité d'Israël et permet une paix durable, etc., etc. Là, la réponse est majoritairement oui. Donc voilà, donc les sondages ont des limites, alors que l'IA, ce qu'elle permet de faire, c'est d'aller beaucoup plus loin dans l'identification des recommandations, des zones de recoupement des opinions publiques israéliennes et palestiniennes. Et donc on a eu tout un corpus de
recommandation qui s'est ajoutée à la rencontre en présentiel, à la rencontre physique, disons, du 13 juin, pour remettre ces recommandations. Et comme vous savez, ou vous avez peut-être suivi, ça aboutit notamment à la déclaration de New York du 12 septembre dernier, qui en gros est la réponse en quelque sorte au plan Trump, c'est-à-dire, enfin le plan Trump arrive un peu plus tard, mais à la réponse à, disons, à la vision israélo-américaine, c'est-à-dire non seulement le cessez-le-feu à Gaza, qui n'était pas encore en vigueur à ce moment-là, mais aussi l'horizon de la solution à deux États, le respect de l'intégrité territoriale de la Cisjordanie et de Gaza, etc. Et ces recommandations-là donc, ont beaucoup nourri la déclaration de New York, qui maintenant est une des chances disons, de prendre Trump à son propre jeu et de dire, en gros, si tu veux le prix Nobel, alors cette année c'est raté, 2025, mais 2026, il y a un nouveau prix Nobel de la paix, eh bien, il ne s'agit pas simplement de faire le cessez-le-feu, qui était une étape indispensable et bienvenue, mais de s'attaquer aux problèmes de fond, c'est-à-dire la paix, et la paix durable, c'est-à-dire celle à deux États. Et donc, pour ça, il faut rapprocher les opinions publiques. Et là, le langage, pour le coup, et le travail de l'intelligence artificielle peuvent être utiles. Est-ce qu'on va commencer à passer les questions dans la salle, le micro? Voilà. Pour ceux qui veulent, donc signalez-vous. Je vous demanderai juste, justement, de vous présenter donc rapidement, je l'ai dit tout à l'heure, d'éviter peut-être les longs tunnels de témoignages et tout, machin, et de nous poser une question, à nos invités, une question claire et précise. Est-ce que vous voulez, pendant le temps que ça circule, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'on a dit sur l'IA? Yves, l'IA, là, pour... L'IA, ça va pas mal changer la vie diplomatique, déjà, parce qu'on dira dans une langue et les autres entendront dans leur langue. Dans les conférences internationales, si les logiciels sont bien faits, avec quelques risques d'erreur au début, mais quand même. Alors évidemment, les erreurs sont très embêtantes en diplomatie. Bah oui, parce qu'une partie du problème du code commun, c'est d'éviter les malentendus aussi. Mais les malentendus peuvent arriver, on l'a vu avec Occupied Territories tout à l'heure. Donc l'IA, ça va beaucoup transformer les choses dans la vie diplomatique, mais... Encore une fois, moi je pense qu'on ne négocie pas avec des inconnus et donc il faut véritablement continuer de travailler la relation, individualiser, on va dire, même si par ces outils-là, la diplomatie évolue. Ça, j'en suis très 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 convaincu, et plus que jamais aujourd'hui, puisque chacun joue sa partition. Chacun joue sa partition. Et donc, il faut connaître bien la musique de chacun des acteurs. Stéphanie, juste un petit mot sur l'IA? Je ne sais pas, parce que ce sera peut-être dans les questions ici du public. Donc... Non, juste pour rebondir sur les derniers mots d'Yves, je crois que... il y a une phrase des négociateurs sud-africains à la fin du régime de l'apartheid qui me parlait beaucoup, qui disait l'arme la plus puissante, ça reste quand même encore de s'asseoir et dialoguer. Ici, bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie, merci pour cette rencontre, c'était vraiment passionnant. Moi j'avais une question sur la représentation des diplomates dans la pop culture. En fait, là j'ai l'impression qu'on voit apparaître une nouvelle figure comme ça, je pense à notamment The Diplomat, bien nommé sur Netflix, ou encore, là il y a une série sur Arte qui s'appelle The Deal. Et on voit en fait le diplomate qui arrive, qui est presque une figure très héroïque, presque de gestion de crise, à un moment où effectivement la diplomatie semble un peu menacée. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire cette nouvelle figure héroïque pour vous? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que voilà. Alors, question vraiment au centre de cette rencontre, puisque c'est exactement la discussion qu'il y avait en coulisses juste avant qu'on arrive. Donc bravo, Marie. Qui veut répondre là-dessus? Vous avez vu ces séries? Vous en aviez parlé tout à l'heure. J'ai pas vu The Deal, alors je suis... Non, celle que vous avez vue, mais en tout cas, vous voyez de quoi on parle. Mais moi, je voudrais... C'est pour ça que le temps long... Stéphanie aussi, après. C'est quand même très, très compliqué, très important. Il y a 20 ans, ou 25 ans, on va dire, on n'avait presque plus besoin des diplomates, tellement le monde était unifié, tellement on était dans la mondialisation, la mondialisation et la domination. Heureuse, et la domination. Et dans la domination, oui, c'est ça qui est intéressant à dire aussi. Qui oui. était en réalité un dispositif hégémonique, voilà. Et aujourd'hui, après cette bascule dont on a parlé, on se trouve dans le diplomate qui va résoudre les situations de crise. Alors il est fait pour ça. Il est fait pour ça, le diplomate. Il n'est pas fait pour les temps calmes. Le temps calme, c'est pas très intéressant pour un diplomate. On peut être ambassadeur dans un pays où il se passe rien. C'est formidable. On peut écrire des romans.
Oui, il y en a d'ailleurs qui le font. Mais voilà, la question, c'est qu'effectivement, on a changé de monde, c'est vrai, et qu'effectivement, l'intermédiation, l'interface, le dialogue devient extrêmement important, tant l'anomie et l'entropie a joué, tant il apparaît que si on ne se parle pas, c'est ce que disait Justin tout à l'heure, les identités sont remontées à la surface, et toute la question, c'est d'arriver à articuler l'identité avec quand même un certain niveau d'universalisme, et pas une identité fermée et communautariste. Vous voyez. Stéphanie, sur The Deal, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Ou d'autres, hein. J'ai trouvé ça bien. Oui, alors est-ce que ça suscitera autant de vocations que le Bureau des légendes pour les espions? Il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir des espions. Il y a peut-être un nouveau nid de diplomates en devenir. Hein. Ce sera intéressant. Mais moi, ça me renvoie aussi à la question des ambassadeurs de bonne volonté, en fait, notamment ceux de l'ONU, c'est-à-dire toutes ces célébrités. On connaît Angelina Jolie, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a David Beckham aussi, avec le sport et les jeunes, il y en a plein. Voilà. Quelle est encore la signification de ça? Est-ce que finalement ça permet de sensibiliser un plus large public à certaines problématiques particulières? Et puis, qu'est-ce que c'est encore l'engagement et l'engagement à ce niveau-là? Enfin, moi, je me souviens quand même d'un George Clooney qui, en 2003, était quand même très vocal sur le génocide du Darfour, qui a créé une ONG à ce moment-là, qui a beaucoup fait et qui aujourd'hui est totalement éteint, inaudible. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément fiables, ces ambassadeurs de bonne volonté. Ouais, non, mais je me questionne beaucoup sur leur utilité, en fait. Pas sur leur rôle, parce qu'on le connaît, mais sur leur utilité et sur l'impact qu'ils ont réellement, et si et notamment sur le long terme. Finalement, ils font avancer. Ouais. Justin, la question culture populaire Alors, j'ai une PME de 45 personnes, un événement annuel énorme, et je reconnais que j'ai pas beaucoup de temps. Justin ne regarde pas les séries. Aïe. Je les regarderai toutes à ma retraite. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Oui. Question à monsieur Saint-Jour. Nous avions en Afrique noire tout le langage de la diplomatie, des pays sous-développés devenus en développement, de la coopération et de la culture. Leur langue était la nôtre. Comment vous expliquez le basculement et le fait que nous soyons partis comme étant finalement les boucs émissaires de dirigeants corrompus que nous avons souvent courtisés et parfois mis en place? Ben, vous avez répondu à la question. La bascule coloniale, Yves. Vous avez un peu répondu à la question dans votre questionnement même, parce qu'effectivement, la situation était... on disait que tous les ans, on disait que la France-Afrique, c'était fini. Donc, tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Mais quand on regarde attentivement, je ne fais pas le procès. C'est très facile aujourd'hui de faire le procès de ce qui s'est passé auparavant. C'était pas si simple. Mais de fait, le franc CFA, les accords de défense avec des armées françaises présentes dans tous ces pays, plus ce que vous avez dit à la fin de votre question, les questions des gouvernants, eh bien tout ça fait qu'effectivement, au bout d'un moment, bien travaillé par d'autres propagandes, les choses sont devenues compliquées. Au passage, vous dites c'était notre langue. Jamais toute seule, presque jamais toute seule. Hein. Elle était aussi avec d'autres langues, et c'est très bien comme ça. Et une partie de l'honneur de la francophonie, c'est de ne pas être monopolistique. Mais voilà, et au fond, qu'est-ce que ça doit nous inspirer? De nouveau, il faut qu'on s'inscrive dans le temps long. Bien sûr, c'est pas demain matin qu'on va renouer le lien immédiat avec ces pays dont mais il faudra attendre une nouvelle génération, que des choses se soient passées, mais que des actes aussi aient été posés. Moi, je le vois très bien, pardon, je fais le lien avec Haïti. C'est vrai que le passé passe pas.
Et donc, il faut régler les problèmes du passé, les problèmes mémoriels, c'est fondamental. Et c'est pas pour demain matin, là, de nouveau. La diplomatie qui travaille à régler les problèmes mémoriels du passé, c'est un investissement d'avenir. C'est pas demain matin que tout d'un coup, à bras ouverts, on dit « Ah, ça y est, effectivement, ils ont reconsidéré le passé colonial, etc. » Non, c'est pas demain matin. Mais c'est un investissement d'avenir parce que les générations futures, si la question du passé n'est pas réglée, eh bien, elles ne seront toujours pas ouvertes à une reconsidération de cette relation avec nous. Voilà, c'est un peu pour ça que les choses sont revenues. Alors, je ne sais pas qui voulait la parole. Est-ce que vous pouvez lever, voilà, pour la personne qui donne le micro, Oui. les mains clairement. Oui, je ne sais pas si... Alors, Merci. attendez, il y a deux personnes. Attendez, non, c'est bon? C'est bon. Je vois pas. Alors qui... Bon, Monsieur là-haut, c'est prends- ça? Je prends la parole. Monsieur là-haut, puis là après, du coup. Voilà, allez-y. Bon, donc là, on se situait effectivement à un moment de charnière ou de basculement, ou, comme disait Monsieur Saint-Jour, comment dire? Bon, et donc ma question, c'est comment ça se situe par rapport à l'ensemble des évolutions, donc l'évolution de l'univers, l'évolution darwinienne et l'évolution plus présente qui a été présentée par un prix Nobel qui s'appelait la théorie du chaos dans les années 60, je crois, et qui maintenant c'est-à-dire que pour que ça se renouvelle, il faut passer par un stade de chaos, et qu'on est dans cette période où on s'interroge notamment par rapport à toutes ces dérives très, d'accélération, on va dire, que sont cette physique de la théorie des chaos, comme de renouvellement, et puis de ce qui se passe dans la physique, qui est passée de la physique quantique Alors, à la physique, avec dans ce qu'on appelle l'intrication quantique, c'est-à-dire avec d'autres mondes parallèles. alors, sommes-nous dans un moment darwinien ou accélérationniste, donc des relations internationales? Je traduis comme je peux. Merci. En fait, bon, je pense qu'il y a une caractéristique, il y a plusieurs caractéristiques de notre époque. L'une d'entre elles, c'est quand même l'accélération technologique, pour le coup. Et l'accélération technologique est énorme, et l'IA va encore booster cette accélération technologique, c'est-à-dire l'accélération va accélérer. Ça, c'est très probable, parce qu'il y a tout un tas de problèmes on ne peut pas tout régler avec l'IA, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et qui étaient plus difficiles à faire auparavant. Et donc, il faut voir, puisque vous parliez de Darwin, bon, il y a un certain nombre de choses que l'homme peut faire maintenant qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Par exemple, maîtriser l'espèce. Le décodage du génome a conduit à la possibilité de manipulation génétique, et on pourrait dès à présent commencer à modifier notre propre espèce. Bon, le climat. On sait bien que si on le souhaitait, on pourrait, mais ça poserait des grands dangers, faire descendre la température de la Terre avec de la géo-ingénierie solaire. La géo-ingénierie solaire consiste à émuler une éruption volcanique. On sait que quand il y a une éruption volcanique, la température sur la surface du globe, enfin une grande éruption volcanique qui diffuse un nuage de cendres, la température moyenne sur le globe descend au cours de l'année qui suit cette éruption. Et donc on peut reproduire ça de façon artificielle, et donc on peut prendre contrôle, disons, du thermostat de ça. On est d'accord que c'est risqué et qu'il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui pratique pour le faire. Alors, si, on peut tout à fait le faire. C'est-à-dire la technologie qui consiste à réduire l'intensité lumineuse du Soleil existe. On ne le fait pas parce qu'il y a des risques et qu'on ne sait pas tout à fait les conséquences, mais c'est technologiquement faisable. Lisez le 6e rapport du GIEC, par exemple, qui consacre d'assez nombreuses pages aux technologies de refroidissement du climat, la géo-ingénierie solaire, la capture carbone et la séquestration. Mais c'est justement contesté par d'autres spécialistes du climat qui disent que c'est une façon de ne plus s'occuper de la diplomatie du climat. Absolument. Non, je ne dis pas que c'est une chose qu'il faut faire. Je dis que
j'essaie de donner 2 exemples ici, et il y en a encore beaucoup d'autres, pour montrer qu'en effet, on est dans ce moment d'accélération technologique et de maîtrise de plus en plus grande de choses qui auparavant nous échappaient, ou l'intelligence artificielle, pour le coup, qui permet de... Bon, donc, il y a bien une forme d'accélération qui pose des questions de plus en plus complexes, qui sont des questions globales. Or, d'un autre côté, les moyens de gérer ces technologies et ces évolutions-là sont de plus en plus réduits, puisqu'on le disait tout à l'heure, la lutte entre grandes puissances, le monde de plus en plus multipolaire, avec de plus en plus de frictions entre les pôles, le populisme, etc., réduisent les moyens de gestion collective, à la fois des biens communs, les océans, les pôles, l'espace, etc., et puis des biens publics mondiaux. Les biens publics mondiaux, c'est ce dont on bénéficie tous, mais qu'il faut créer, l'éducation, le développement, les prévisions météo, il faut les produire, il faut que quelqu'un les finance, l'alerte au tsunami, etc. etc. Voilà. Et c'est de plus en plus difficile de faire cette gouvernance globale, c'est-à-dire d'administrer en commun à la fois les espaces communs et les biens publics globaux, en particulier à cause de ça. Et donc on a cette contradiction entre d'un côté des problèmes globaux qui nous concernent tous. Au XXe siècle, il n'y avait qu'un seul vrai problème global ou qu'une seule menace globale, c'était la menace nucléaire. À partir du milieu du siècle à peu près, il a fallu s'occuper de ce qui pouvait menacer l'humanité dans son ensemble, c'est-à-dire la prolifération nucléaire. Au XXIe siècle, il y a plus de dangers. Il y a le réchauffement climatique qui, s'il est hors de contrôle, menace une partie de l'humanité, voire l'humanité. Il y a les dangers que présente l'intelligence artificielle, pour le coup, si elle échappe en quelque sorte, ou si elle est instrumentalisée. Et donc, il y a de plus en plus besoin de cette gouvernance globale, mais de l'autre côté, il y a de moins en moins de moyens pour la faire. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens par les moyens traditionnels, c'est-à-dire ceux de l'ONU, ceux de l'intergouvernementalité, c'est-à-dire les États qui discutent ensemble, et puis par la méthode multi-acteurs que nous, on essaye de faire, c'est-à-dire de trouver les voies d'accords, de cristalliser des accords, des convergences sur la façon de gérer ces nouvelles technologies et ces défis communs. Merci. Il y a une question là-bas. Je veux bien savoir qui est la suivante. Oui. Voilà, monsieur là-bas. Merci. Et il y en a là-haut aussi. Alors, Florence Faral, j'ai fait une thèse en 1981. J'ai attendu le rapport 8 ans, mais ça, c'est un détail. Et ça portait sur les neurosciences. Et à l'époque, il y avait une grosse promotion du numérique dans les programmes scolaires, etc. Et aussi... Bon, et il y avait le champ-jeu et l'ADN et tout ça. Et résultat, et on revient au langage, c'est-à-dire que moi, je me suis opposée à, justement, avant, on disait « je pense, je réagis », et maintenant, on apprend aux gosses à dire « mon cerveau, il a fait ça ». Mon cerveau, on ne fait pas la différence entre la biologie, les neurosciences, les neurones, etc., c'est important, mais on appelle neurosciences cognitives ce qui est des expériences sur le langage. Hein, résultat... Votre question ? La question, c'est que justement, vous avez l'air de dire que qui sont les responsables. Vous avez l'air de dire qu'on ne peut presque plus rien faire, mais c'est quand même les États et l'Europe et tout ça qui ont donné, par cette promotion du numérique, qui ont donné les clés au privé. Voilà, c'est la privatisation par le numérique des relations internationales. Est-ce qu'on peut faire le retour en arrière? Alors, est-ce qu'on peut faire le retour en arrière? Stéphanie, ça vous intéresse la réponse? Non, sur... Je sais pas. Yves? Non, mais peut-être qu'on peut dire une chose. Il y a un aspect, il y a un aspect important quand même. Non, mais il y a un aspect que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire je parlais de la seule menace planétaire du XXe siècle, qui était la prolifération nucléaire. C'était une technologie d'État. Et d'ailleurs, c'est resté une technologie d'État. C'est étonnant, on a beaucoup fantasmé sur les terroristes qui auraient des armes nucléaires, etc. Non, c'est pas possible. C'est quelque chose qui était développé. Au XXIe siècle, la plupart des technologies sont dans les mains du secteur privé.
Alors peut-être qu'elles ont eu comme origine des programmes d'État, mais enfin, l'IA, les serveurs, le cloud, etc., toutes ces réalités numériques-là sont dans les mains d'entreprises privées, et d'ailleurs de très grandes entreprises privées qui sont parfois aux mains d'un seul homme, et donc une partie de notre avenir est là. De la même façon, je parlais du décodage du génome, qui est maintenant très courant, dont le prix est passé de quelques millions de dollars à peu près 200 pour décoder complètement un génome humain. Donc ça change la... 200 $. 200 $, ouais. Ça change, ça fait encore moins en euros. Ça change les données du problème, et c'est entre des mains privées. Là encore. Et donc la question est bien celle de la maîtrise par les États, et donc par la démocratie, là où il y a de la démocratie, il y en a de moins en moins, dans le monde, je veux dire, parmi les pays, ces outils qui déterminent notre avenir. C'est intéressant parce que dans le cadre du jeu multi-acteurs que vous portez, vous parliez aussi des entreprises, des mécènes, etc., des philanthropes. Stéphanie, et on parlait du business tout à l'heure et de la corruption. Stéphanie, la question de cette diplomatie privée, pour aller vite, vous la voyez très clairement, par exemple, dans le cadre du terrorisme, la question de savoir le lien avec aussi les entreprises qui fabriquent l'armement, etc. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs privés comme ça, y compris qui produisent de la négociation et de la discussion parfois aujourd'hui. Oui, bien sûr, et les entreprises du net, les GAFAM sont aujourd'hui un acteur essentiel du cadre multilatéral onusien, et notamment dans le cadre du contre-terrorisme, puisqu'il va s'agir d'alimenter, de faire vivre ce partenariat, ce qu'ils appellent public-privé, c'est-à-dire avec ces entreprises-là, pour toutes les questions qui sont relatives à l'utilisation des nouvelles technologies et de surveillance de masse, le contenu des narratifs sur Internet, etc. Donc à qui on confie cette tâche, comment on la confie, quel garde-fou on assure pour éviter qu'il y ait évidemment une violation massive des droits humains, etc. Donc c'est vraiment, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas échapper à ça. Il y a des... Et on parlait ce matin, Yves, de la Fondation Gates, etc. Effectivement, il y a des acteurs privés comme ça qui ont le poids d'un État aujourd'hui. La Fondation Gates, sa contribution au budget de l'OMS, c'est 10% quand même. 10% du budget. Organisation mondiale de la santé. Voilà, pour l'organisation. Mais moi, je noircis un peu le tableau. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la science alternative, mais où sont les données ? Les données de la science, elles sont théoriquement mondialisées, universelles, partagées par tous. Est-ce qu'elles le seront toujours, partagées par tous ? C'est une bonne question. Une question qui est au cœur à la fois des enjeux, hélas, que nous connaissons aujourd'hui, de la bascule, et puis aussi des questions liées à la diplomatie, parce que, Stéphanie vient de le dire, ce sont des acteurs avec lesquels il faut travailler. On ne peut pas ne pas le faire, parce qu'effectivement, ils sont garants d'une certaine façon d'un certain nombre d'évolutions. Encore une fois, on a beaucoup progressé, il y a eu beaucoup de choses très positives. Mais il faut faire très attention, parce qu'on est dans un moment de véritable et de très grand danger. Et c'est pareil, le terrorisme. Avant, la défense contre le terrorisme, c'était contre des organisations, des individus, des réseaux. Mais maintenant, c'est contre des États. Et donc, les États peuvent être devenus terroristes. Et donc, on est maintenant dans une logique qui a un petit peu changé de nature, il faut bien le dire. En tout cas, merci pour cette question sur le public et le privé qui nous a permis des échanges intéressants. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc je pense l'espace pour 2 questions. On avait des mains qui se lèvent désespérément là-haut depuis bien longtemps. Allez. Merci. Tout d'abord, merci pour vos interventions qui sont très intéressantes. Je m'appelle Anne-Sophie Labbé, je suis étudiante en Master 2 Action et droit humanitaire à Aix-en-Provence. Et ma question sera sur le terme qui vous a déplu, monsieur Yves Saint-Jour, du terme Sud global. Oui. Parce que moi, je pense que je m'inscrirais plutôt dans la thèse de Schmitt, donc professeur de droit international indien, qui considère que le terme tiers-monde est toujours d'actualité, car même s'il y a des disparités économiques, sociales, culturelles dans ces pays, le terme de tiers-monde permet de montrer les rapports de force, de domination entre ce qu'on appelle les États du Nord et les pays du Sud. Et donc, je voudrais vous poser la question, pourquoi est-ce que, selon vous, le terme de Sud global n'est pas pertinent
et s'il ne permet pas de justement montrer ce rapport de domination. Alors, réponse Yves, parce que la question s'adresse à vous, mais Stéphanie, je le vois acquiescer, donc... Très brièvement, c'est une construction parce que qu'est-ce qui n'est pas le Sud global ? Ce qui n'est pas le Sud global, dans le narratif en question, c'est le Nord ou l'Occident ou le collectif. Or, c'est-à-dire les États-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe. Et tout le problème est là. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je veux bien penser que la Chine fait partie du Sud global, que la Russie fait partie du Sud global, qui est dans le sous-texte de cette expression. Mais donc c'est une arme de comment dire, de reconstruire un récit sur la situation du monde aujourd'hui qui ne correspond pas à la réalité. Je prends l'exemple de l'Amérique latine. Bien sûr, en Amérique latine, il y a du tiers-monde, il y a du Sud. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas du Sud en Amérique latine. Et pour avoir été ambassadeur au Brésil, j'y ai vécu à la fois le Sud et le Nord, d'ailleurs. Mais, encore une fois, l'Amérique latine, c'est aussi, d'une certaine façon, des pays d'un Occident, d'un autre Occident. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors que c'était plus difficile avant Trump, pardon, je le dis comme ça, aujourd'hui, c'est plus facile d'expliquer à l'Amérique latine qu'il y a plusieurs Occidents, que nous sommes un Occident différent de l'Occident américain. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est des pays démocratiques, mais c'est pas seulement des pays démocratiques. Alors il y a le problème de Cuba, du Venezuela, etc. Mais c'est des pays démocratiques, c'est des sociétés démocratiques, c'est des valeurs multilatérales, ô combien, c'est des traditions, je pourrais être très très long sur le sujet, et il n'est pas possible donc de dire que c'est seulement le Sud, c'est aussi un autre Occident. Alors Stéphanie, réponse. Oui, mais je crois aussi que ce concept, il dépasse le cadre géographique. Je pense que c'est un concept, en fait, qui regroupe une nouvelle société civile, des nouvelles alliances de la société civile, ce qu'on appelle les mouvements grassroots, qui se retrouvent sur la défense de droits plus économiques, sociaux et culturels. Mouvement de terrain, on va dire, des gens qui s'organisent depuis le terrain. D'intersectionnalité, etc. Donc effectivement, qui sont, aujourd'hui on entend parler de la Gen Z du Maroc, mais qui peuvent avoir... Génération Z. Des liens avec les mêmes mouvements d'une même génération sur finalement beaucoup de pays du monde et pas seulement des pays du Sud. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut l'entendre peut-être. Oui, la France par exemple. Par exemple. Par exemple, c'est pour ça Sauf que quand c'est manipulé, le Sud global, évidemment, il n'y a pas l'Europe et il n'y a pas... Mais ça peut aussi leur permettre de mener un plaidoyer commun qui est peut-être qui a plus de force dans certains contextes. Allez, peut-être on a de l'espace pour une dernière question. Désolé, ce sera injuste. C'est moi. Allez-y. Alors, je m'appelle Virginia. Merci pour votre intervention. En fait, ma question est pour Monsieur Yves Saint-Géo. On a vu... Je suis très très bien loti cet après-midi. Merci. On a pu voir récemment dans l'actualité que la diplomatie est très importante dans la libération des otages. Donc, je voulais vous poser une question. Quelles sont les qualités principales à avoir, autre qu'une formation théorique, sachant que pour pouvoir justement contribuer à la libération d'otages, ça dépend donc des compétences des diplomates, et sachant que ça a une incidence sur la liberté de ces personnes, puisqu'en fonction des compétences, ils seront libérés plus tôt ou plus tard. Merci beaucoup. Question très intéressante. Et on a parlé tout à l'heure des séries en coulisses, et la question des otages a aussi été abordée. Comme quoi, vous voyez, vous êtes pile dans le sujet. Alors, je reconnais que je n'ai pas participé directement, moi, à des libérations d'otages, mais ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment tout l'intérêt de la diplomatie. On n'a pas parlé du secret. On a parlé du mensonge, mais on n'a pas parlé du secret. On ne peut pas faire toute la diplomatie en public. Non, c'est pas possible. Deuxièmement, il faut trouver des moyens de s'organiser pour obtenir le résultat. Il faut souvent
être imaginatif, créatif. Dans la dernière affaire avec Boualem Sansal, il faut un tiers de confiance. Et beaucoup de libérations d'otages sont construites sur le refus de la confrontation directe, mais bien le passage par des tiers qui peuvent être des États, qui peuvent être des organisations, etc. Et l'affirmation, la réaffirmation d'un narratif qui est que la France ne paye pas, même s'il y a plein de façons d'organiser le fait que la France ne paye pas. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Exactement comme vous le dites. Là, j'en sais quelque chose. Et évidemment, troisièmement, patience et longueur de temps. C'est pas demain matin. Il faut prendre du temps. Il faut même parfois avoir cette résilience par rapport à des choses très dures qui sont l'attente des familles. Et il faut avoir le cuir très épais. Mais vous savez, la diplomatie, pardon, je fais cette petite conclusion, je ne parlerai plus après, c'est beaucoup de résilience. C'est beaucoup le temps long. C'est beaucoup le calcul des forces. C'est beaucoup l'idée, mais mon peuple, est-ce qu'il est résilient? Est-ce qu'il est capable? Mon peuple, moi je crois au peuple, hein. Est-ce qu'il est capable de tenir le coup? Bah écoutez, ça me paraît être la conclusion. Merci beaucoup à vous trois, merci beaucoup.